Aujourd'hui, on jase bière. Et on jase bière avec Alexandre Vanet. Cheers. Salut Alexandre. Salut, ça va? Miam. Alors, bienvenue à On jase bière. Merci. Bien content de recevoir. Salut Maxime. Salut. Écoute, avant de commencer, moi, la première question qu'on veut savoir, c'est parle-nous de tes premières expériences avec la bière. Je pense que c'est de mise qu'on apprend ça. C'est quand même très drôle parce que les premières expériences avec la bière, ça donne que c'est pas mal avec l'alchimiste. Ah ouais. C'est fou pareil. Oui, vraiment, parce que dans les faits, mon meilleur chum se trouvait être le fils de Carl Dufault, OK. Principal fondateur de l'alchimiste jadis. Donc, on est un peu né là-dedans, dans l'univers de l'alchimiste, dans ses débuts, là, boulevard Manceau, dans la ruelle. Que moi, je n'ai jamais connu, jamais vu. Là. Ben, moi, je sais c'est où, mais je suis jamais T'es jamais allé non plus. Jamais allé non plus. C'est fou, ça. Le nombre de fois, je pense qu'on entend parler à deux, trois par semaine, c'est sûr. Oh oui, puis tu sais, c'était dans le temps qu'on mangeait des peanuts en écale, puis c'était écœurant. Dans le fond, on faisait les ménages le samedi matin, là, après que ça ait viré le vendredi dans le bar. Fait qu'on donnait un coup de main. C'est notre petite job-in, dans le fond, de jeune adulte, là, si on veut. Ouais. Puis, Payant en bière ou quoi? ben, ça dépendait des moments. Ça dépendait des moments. Mais, ouais, exactement. Puis, dans le fond, c'est ça. On a découvert l'univers de la microbrasserie de cette façon-là. On ne pouvait pas mieux la découvrir que ça, là, qu'en étant directement dedans, là. Fait que, ouais, avec les bonnes vieilles 500 ml, là, avec les Cap Gold, là. Fait que t'as vu l'alchimiste avant nous autres. Oui, puis moi, j'ai connu la vraie Claire. Elle-même. On rappellera que la blonde d'alchimiste s'appelait la Claire avant le rebrand. Exact. Pendant 18 ans, elle s'est appelée la Claire, j'imagine. Claire qui était le nom de la blonde de Carl. Oui, exactement. C'était sa conjointe à ce moment-là. Fait que c'était un bel hymne à l'amour. Oui, j'aime ça. Ça, c'est beau. Fait que, avant que moi, j'explique pourquoi tu es ici, fait que présente-toi donc. T'es qui, Alexandre Vanet? Alexandre Vanet, je suis intervenant en dépendance pour le réseau Prévention des dépendances, réinsertion sociale, prévention de la rechute. Le nom, il est très long, fait qu'on peut résumer ça au réseau. On va se comprendre là-dessus. Okay. Donc, dans le fond, je suis TES de formation depuis 20 ans. Puis, depuis les 15 dernières années, là, j'œuvre dans le milieu des dépendances. Majoritairement en prévention. J'ai été 14 ans comme intervenant en prévention des dépendances dans les milieux scolaires. Puis là, depuis la dernière année, on développe un nouveau volet, le volet entreprise au réseau. Donc, je suis chargé de projet pour ce volet-là, ce qui nous a permis, entre autres, de se rencontrer dans différents événements. Oui. Puis ça nous amène à jaser ensemble aujourd'hui. Ben oui, écoute, c'est ça. Moi, quand on a commencé à faire ces épisodes-là, je pense qu'on s'était rencontrés pas longtemps avant, puis j'en ai parlé à Max, puis tout de suite, quand on a parlé de ça, j'ai dit, il faut parler avec Alexandre. Écoute, nous, tout le côté de l'impact sur le cerveau, de l'alcool sur le cerveau, tout le côté, tout ce qui se passe présentement, tout ce qu'on entend sur un peu la démonisation de l'alcool, le rôle de l'alcool dans la société. Il y a beaucoup de conversations. Les changements de consommation, c'est ça, exact, tendances. C'est ça, puis on entend la génération Z. Fait que tout ça, je pense que c'était vraiment de mise qu'on te reçoive, puis on a plein de questions pour toi parce qu'on est aussi intrigués. Nous, on a notre position, en fait, ou notre perspective sur la gestion du cerveau puis comment gérer. Mais je pense que ça vaut la peine d'aller plus loin là-dedans. C'est cool que tu aies des questions. J'ai probablement plein de réponses. C'est ça. Puis on a une ligne de bière sans alcool, on a la sans gluten sans alcool. Oui. OK, mais on fait ça pourquoi? Il y a une raison. Ça veut dire qu'il y a des tendances, on ne fera pas ça dans le vide pour que personne n'en achète. Ça veut dire que le marché nous dit qu'on a besoin de bière sans alcool, donc il doit avoir un changement dans la perception de l'alcool. Si le marché réagit, ça veut dire qu'il y a de quoi qui se passe dans le raisonnement du consommateur. Ouais. Fait que pourquoi pas parler plus en profondeur de, justement, c'est quoi ces changements-là, puis surtout, c'est quoi l'impact de l'ancienne consommation, si elle a changé, pourquoi? Il doit y avoir des raisons en arrière de ça. Fait que je pense qu'on est capable de pousser là-dedans puis d'avoir des réponses aujourd'hui parce que pour vrai, c'est vraiment tout ce qui est le côté dépendance, c'est quelque chose que je connais pas du tout. T'sais. Mais tu sais, je pense pour commencer, peut-être tu peux expliquer ce que le lancement du PAD, en fait, puis où t'es venu l'idée de faire un programme d'aide à l'endodépendance. Ouais. Puis en même temps, tu as décidé de nous approcher
pour faire une collaboration avec notre bière sans alcool. Fait que, tu sais, peut-être une question un peu à deux volets, mais tu sais, je pense qu'il va mettre la table pour expliquer vers où on s'en va. Clairement. Ben, tu sais, l'idée, là, en fait, du volet entreprise, ça traîne là, dans les têtes du réseau depuis quand même très longtemps. C'est quelque chose qu'on souhaitait faire depuis vraiment longtemps, mais tu sais, tout est une question de momentum. Puis depuis que je suis au volet entreprise, je le comprends plus que jamais, là, en baignant dans le monde, dans l'univers de la business, des entreprises, puis des gens d'affaires. Mais c'est ça, c'est une question de momentum, puis il n'était pas encore là. Et là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a quelques années, le Centre d'expertise en dépendance, la relance Nicolas Bécancourt, a développé un programme qui est le PAD, le programme d'aide aux dépendances en entreprise. Ça, c'est l'outil de travail, dans le fond. C'est le programme, là, le cartable, les éléments. Bon, c'est avec ça qu'on travaille. Et là, ils ont reçu des subventions pour pouvoir le déployer à la grandeur de la province. Donc, nous, on en a fait l'acquisition. On leur a acheté le programme pour pouvoir l'utiliser dans notre région à nous, parce que la relance, eux autres, ils couvrent, dans le fond, la Mauricie, centre du Québec, Trois-Rivières, Nicolet, Bécancourt. Puis ça vient suite à une demande de l'aluminerie, dans le fond, à Nicolet. Tu sais, on n'y pense pas, mais c'est pas juste... Oui, il y a l'alcool, il y a les drogues, les médicaments, mais tu sais, il y a un paquet d'autres affaires là, au niveau des dépendances. Ça peut être en lien avec, je sais pas moi... Le gambling, le jeu de hasard et d'argent, l'utilisation problématique des écrans. Tu sais, quand tu vas faire ton petit numéro 2 pendant 20 minutes, c'est la job, là, parce que tu scrolls des reels, là, c'est cool parce que tu peux nous voir. Mais tu sais, mais pendant ce temps-là, t'es pas en train de faire ta job, tu sais. Donc, la retombée au niveau de la productivité, etc., tu sais, c'est des milliards de dollars en perte annuellement au niveau canadien. Donc, ils ont fait appel à la relance pour les aider là-dedans. Dans une optique de santé, bien-être, sécurité au travail. C'est ça l'objectif, tu sais. Ouais. Donc, nous, on trouvait l'idée qui était juste trop merveilleuse. Donc, on a fait l'acquisition. Mais la relance, c'est comme vous, mais à Mauricie. C'est vraiment le même. C'est un peu le même type d'organisme. Oui, exactement. Quand tu dis vous avez fait l'acquisition, c'est un droit d'utilisation. Voilà, exactement. On a acheté les droits d'utilisation. Puis, il n'y avait rien qui existait similaire à ça au Québec ou à l'extérieur? Pour les entreprises directement, écoute, à l'extérieur, peut-être. Non, mais vous avez pas au Québec. Mais au Québec, il n'y avait rien de ça. Okay. Ouais, et donc, en tout cas, des programmes qui étaient connus et reconnus. Ouais. C'était pas nécessairement le cas. Donc, fait que là, on avait quelque chose de clé en main. Puis on ne veut pas toujours réinventer la roue. Donc, là, c'était comme le momentum était parfait. Et ça coïncidait en même temps. On salue les gens de la table des préfets qui avaient à ce moment-là là, une ouverture pour les projets. En fait, pour des projets pour le Fonds de l'Alliance de la solidarité. Donc, on a déposé, on a été accepté. On a reçu une très grosse somme d'argent de la part de la table des préfets qui nous a permis, entre autres, de financer le lancement. Parce que, tu sais, en tant qu'organisme communautaire autonome, on est financé santé et services sociaux, mais d'avoir des nouveaux argents pour développer des nouvelles choses, c'est excessivement difficile en 2025. Bon, c'est sûr. Donc, là, puis, je veux dire, en business, vous savez ce que c'est de gérer de l'argent et des portefeuilles. Là, c'est ça, exact. Fait que c'est ça l'idée. Donc là, tu sais, comme toutes les as s'alignaient pour faire, OK, c'est là que ça part. Donc, on a fait l'acquisition, on s'est fait financer, on a fait une année de test avec une entreprise qui a acquis l'ensemble des services. On a vu que ça fonctionnait, qu'il y avait des retombées positives. Fait qu'on s'est dit, c'est là que ça se passe, on se lance. Donc, on a fait le lancement officiel auquel tu as participé la semaine dernière, il y a 2 semaines. Ouais. En fait, le 19. Bon, ouais. Puis là, on est là-dedans. Là. Puis, moi, ce que j'ai aimé, c'est c'est pas juste, vous n'y allez pas seulement dans la problématique. Non. Tu avais dit la prévention des dépenses. Pour moi, je trouvais que c'était une expression qui était très profonde. Il y a beaucoup de sens à ça. Fait que comment, parce qu'on s'entend que d'habitude, c'est OK, on règle les problématiques devant le fait accompli, mais là, on y va en prévention. Fait que comment vous y allez avec ça? C'est quoi comment vous allez faire ça? Ben, c'est ça l'idée, en fait. C'est que souvent, on va... c'est l'expression « vaut mieux prévenir que guérir ». Nous, c'est notre doctrine. On s'entend, on mise beaucoup là-dessus. Ce qu'on dit, c'est, en fait, il faut voir l'acquisition d'un programme comme le PAD, en fait, comme un investissement, pas comme une dépense. Parce que dans les faits, tu investis dans la santé, le bien-être et la sécurité de tes travailleurs. C'est ça l'idée. Fait que le programme met en place différentes actions passant de la prévention par des sensibilisations travailleurs, de la formation au niveau gestionnaire RH syndicat s'il y a lieu. Par la suite, on offre de la promotion des services à l'interne, on fait des relations d'aide individuelle, du repérage, de la détection, de l'évaluation, de la référence, puis réinsertion au milieu de travail. Dans le fond, c'est quasiment 90% là, des services en dépendance que l'on déploie dans le milieu de travail. Parce qu'à l'origine, c'était ça le questionnement. C'est
qu'est-ce qui fait que les travailleurs ont tant de difficultés à venir vers les services? Puis, tu sais, souvent, c'est j'ai pas le temps, je travaille, je suis fatigué. À l'individuel, tu parles, c'est ça, mettons. Oui, exact, tu sais, puis je vais m'arranger tout seul, puis ça va être correct, puis je suis capable, tu sais. Fait que là, l'idée, c'est de dire, si les travailleurs ne viennent pas au service, ben, rendons-leur les services dans leur milieu. Ouais. Mais là, c'est là que ça m'amène, c'est que est-ce que, mettons, votre présence sur place, c'est enfin, voici du service pour régler un problème que je sais que j'ai, ou ça amène une prise de conscience de, oh, là, j'entends parler du sujet, puis je me rends compte que peut-être que j'ai des affaires à régler, puis que là, tant mieux, les outils sont là parce que j'ai cette prise de conscience-là au moment où les outils sont là. Je dirais, c'est les deux, puis on va en rajouter une troisième. Okay. Dans le sens où ça peut être pour régler un problème qui est existant, ça peut être pour conscientiser, faire allumer des lumières, mais ça peut surtout être pour éviter les problèmes. C'est ça l'idée. Fait que dans le fond, c'est d'amener la notion, tu sais, un des objectifs principaux de ce programme-là en entreprise, c'est d'éliminer toute la stigmatisation qu'il y a concernant les dépendances au sens large. Parce qu'on le sait qu'un travailleur, du moment où on y est mis une étiquette dans le front d'un consommateur ou d'une personne avec des comportements en dépendance, c'est fini. Du moment où il arrive une flagosse à la job, on le sait que c'est lui qui va se faire flaguer. Puis, parce que c'est super péjoratif. Puis, on a tout le temps une mauvaise opinion, mais dans le fond, c'est probablement un super de bon être humain, un travailleur incroyable qui, en ce moment, a une mauvaise passe. Ça va pas bien, puis plutôt que de le sacrer dehors, on peut juste l'aider. Tu sais, on a vécu l'expérience avec une entreprise qui a fait l'acquisition de nos services. Il y a un gars, ça allait pas super. Puis, consommation, culpabilise, fait qu'il rentre pas le lendemain, ghost son employeur, répond pas texto aux appels, fait qu'absentéisme, baisse de productivité. Le gars... C'est un employé de long terme. Ça faisait un bout, puis tu sais, là, l'employeur qui est incroyable parce qu'écoute, met des mesures d'accommodement comme c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Finalement, travaille avec eux autres, à essayer de ramener le gars, tu sais, puis finalement, il a accepté de s'aider, il a accepté les services. Puis finalement, ce gars-là, aujourd'hui, s'est pris en main, puis il est en cheminement pour devenir chef d'équipe, tu sais. Wow. Parce que c'est probablement un des meilleurs dans son domaine dans l'entreprise. Mais comment ça s'est fait, justement, le lien, là, tu sais, comme là, tu as dit, il a accepté. Fait qu'est-ce que vous étiez déjà dans l'entreprise, puis il y a eu une communication de les membres de votre équipe versus, mettons, comme le département des ressources humaines, ou comment ça s'est fait pour, justement, que l'employé qui est en problématique lui-même, puisse avoir cette conversation-là. Comment ça s'est passé? Il y a différentes façons de faire, mais dans son cas, à lui, ce qui est arrivé, c'est littéralement que là, avec des discussions avec les gens qui gèrent les RH dans l'entreprise, on fait comme là, ça fonctionne pas. Puis, fait que soit on va vers les services, soit on va vers les services d'aide, puis t'essayes quelque chose. Ou là, on va devoir sévir. On prend des avis. Oui, à un moment donné, je veux dire, l'employeur a beau être un saint, je veux dire, il y a des limites. Tu gères une entreprise, puis il y a aussi le principe que c'est pas le seul employé. Là, à un moment donné, il y a un cadre à travers tout ça. D'ailleurs, dans le programme, on offre comme service la révision complète des politiques internes, que ce soit les codes d'éthique, les mesures disciplinaires, l'échelle des mesures disciplinaires, les mesures d'accommodement. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on peut revoir avec. C'est pas juste de l'accommodation à l'infini. Il y a aussi un moment donné une limite. Parce qu'il y a aussi de la pression sur tes employeurs. Parce que, mettons, si tu regardes des principes de gestion là, comme hire fast, fire faster, on l'entend, engage rapidement, mais congédie encore plus vite quand ça fait pas l'affaire. Mais là, c'est un bel exemple de eux autres, ils ont mis un effort, puis là, c'est rendu un chef d'équipe. Fait que les principes. Il y a des exceptions à tout, puis à un moment donné, il y a un côté humain aussi, puis on regarde souvent la business très froidement, mais tu regardes cet exemple-là, mais ils ont aidé quelqu'un à passer au travers d'une mauvaise passe, puis à devenir une meilleure personne, puis à devenir même un leader. C'est fou, là, la différence que ça peut faire de prendre des gens en charge. Quand tu y penses, mettons que tu as le coup de parler en signe de piastres, là. L'investissement par rapport à ce travailleur-là, là, on parle d'une couple de centaines de piastres, mais ça aurait été quoi le sacré à la porte, puis en rembaucher un autre? 5-6 000? Juste là, ça. Tu sais? Juste cette portion-là, en fait, versus tout le reste. Si on veut parler en signe de piastres, là, c'est facile. Là, chaque dollar investi en prévention, de façon générale, rapporte 2,26 $. OK. Ça a été...
Fait que, Ben, justement, tu parlais qu'un bel exemple là, que vous avez fait à un endroit, puis ça a été des beaux résultats. Mais c'est quoi les résultats? Ça a-tu été chiffré? Y a-tu ou qualitatif? Ou, tu sais, Paul parlait moi, j'étais tantôt pas là aussi, de. là. Ben, tu sais, Paul tantôt parlait de traitement versus prévention. Hein? Ouais. Tu sais, soit agir avant ou après que le mal est fait. C'est sûr que quand on est en traitement, c'est facile de chiffrer. Tu sais, t'arrives à l'hôpital, il en rentre combien de malades, combien qui en sort guéris. C'est un chiffre, c'est facile. Mm-hmm. En prévention, c'est compliqué. C'est juste en jeunesse, mettons, nous autres, le réseau, dans le milieu scolaire secondaire, on voit 13 000 adolescents par année en prévention. Quand même. Mais sur les 13 000, combien vont éviter de développer des problématiques de consommation à cause de nous autres, mettons, ou à qui on va... C'est ça. Non, mais il y a des Ah choses oui, qui sont pas de quantifiables. temps en temps, je crois Joséphine au Shell qui me dit « Hey, je me souviens de ta face. » Puis c'est cool, merci. là. Hey, merci. Je veux dire, ça me fait chaud au cœur, là. Sauf que d'un autre côté, c'est anecdotique, là. Je le sais pas dans les faits. C'est ça qui est le drame avec la prévention, c'est qu'on n'est pas capable de chiffrer l'impact réel de ce que ça va avoir. Bon, il y a des choses qu'on est capable de dire. Tu sais, la relance, ils ont implanté ça dans leur bout, de ce qu'on a comme chiffre qui ressort après quelques années d'implantation, c'est qu'il y aurait une augmentation au niveau de la productivité de 20 % Dans les entreprises qui ont dans l'entreprise qui ont mis ça. Je veux dire, c'est génial. Tu sais, je veux dire, c'est incroyable. Fait que, mais Ben, il y a des c'est des ça, types les- d'entreprises, ça dépend Ouais, de, ben, tu sais, ça dépend comme de on le l'affaire. parle tantôt des endroits aussi. Il y a des endroits que c'est plus problématique que d'autres. Là, tu sais, Oui. faut se le dire aussi. Là. Oui, mais il y a quand même des côtés pratiques. L'avantage, c'est qu'en 2025, toute l'espèce de tangente de santé, sécurité, bien-être en milieu de travail, toutes les RPS, la loi 27 qui est passée en octobre dernier, là, ben, en fait, c'est depuis 2021, là, mais il y a eu comme une espèce de resserrement à l'automne. Mais de faire l'acquisition de services comme le nôtre, ben c'est déjà un pas dans la bonne direction parce que nous autres, on s'adjoint à ça. Dans le fond, tout ce qui est tous les risques psychosociaux, là, on parle des RPS, c'est ça dans le fond. Là. Tout ce qui est CNE, SST, toutes les mesures d'accommodement qu'un employeur doit maintenant mettre en place dans son milieu de travail, ben, nous, on accompagne les gestionnaires, les RH là-dedans. On est une mesure d'aide, d'accompagnement, d'accommodement. Donc, c'est là où il y a un beau momentum, je trouve. Ah, mais... Même si l'économie va mal, on va se le dire, mais ça reste qu'au niveau tout social, tout ce qui est la mentalité puis la tangente que ça prend. Là. Ben, tu sais, quand j'étais là. Ouais, toi, t'étais là. Mais non, mais quand tu dis là, le mot momentum, moi, je regardais puis je découvrais quand il y avait le vidéo puis tout ça, puis j'étais comme, c'est tellement 2026, on est tellement actuel, ce serait niaiseux de t'en passer comme entreprise. Tu sais que là, on parle genre, du début, les dépendances, l'alcool, tout ça, l'impact, tout ça, puis là, je suis comme, ben, si t'es une entreprise, pourquoi tu n'aurais pas ces programmes-là? Il faut, parce qu'en plus, c'est de la communication avec ton staff. Tu montres que tu prends tes en cœur. Ça fait partie de ta culture d'entreprise. Puis en plus, comme tu as parlé tantôt de l'histoire du gars qui s'est replacé, moi, cette histoire-là, elle m'a l'air folle parce que t'es comme tu as replacé un être humain qu'autrement, ben, il aurait pu avoir un avis disciplinaire, puis un autre, puis après ça, ben, le gars, il travaille plus, puis après ça, il divorce. Puis, écoute, c'est des histoires d'horreur. Comme tu as dit, c'est difficilement quantifiable au bout du compte. Fait que, mais vraiment, moi, j'ai trouvé ça très moderne. Comme tu as dit, le mot momentum, il était très bien choisi. Puis il faut arrêter de jouer à l'autruche. Dans le sens où l'alcool, il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de dépenser de l'énergie à te battre contre quelque chose quand tu vois que ça ne fonctionne pas. Tu sais, ils l'ont essayé à un moment donné, la prohibition, là. Le monde tombait à l'œil ou il crevait parce que c'était de l'alcool frelaté. Je veux dire, c'était ridicule. Là. Fait qu'à un moment donné, si tu peux pas te battre contre, pourquoi tu te battrais pas avec? Tu sais, prends conscience que ça fait partie de ton univers, que ça peut pas ne pas exister. Puis travaillons juste à ce qu'on réduise les risques et les méfaits associés à. Puis c'est ça l'essence du réseau. On n'est pas un organisme en abstinence. On ne vise pas la tolérance zéro. On est dans une approche de réduction des risques et des méfaits. L'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que la consommation affecte le moins possible la vie de l'individu. Parce que tu peux avoir une consommation sans qu'elle soit nécessairement problématique.
Exact, c'est ça qu'on dit nous autres. La, Non, mais c'est vrai. Ben oui, la très grande majorité des individus vont consommer un produit un jour ou l'autre. OK, ça, c'est... Un produit, tu parles d'alcool, de drogue. Oui, alcool, cannabis, tabac, name it, médicaments, à la limite. Je veux dire, c'est des substances, on va se dire. Bon, elles sont prescrites, mais ça reste que c'est des substances, tu sais. Donc, à un moment donné, les gens vont le faire. Fait qu'il y a-tu moyen de juste encadrer ça puis que les gens vivent le moins de conséquences négatives? Puis dans les faits, là, des gens qui vont avoir une consommation qui est dite problématique, là, ben, c'est un pourcentage infime de la population. Tu sais, du boire contrôlé, ça existe. Ben, c'est en majorité. Ben oui, de façon générale, effectivement. Bon, après ça, là, tu rajoutes des contextes puis un paquet d'affaires qui fait que des fois, ça part en vrille, mais tu sais... mais non, mais tu sais, moi, ma philosophie, c'est chaque cerveau est différent. Fait que l'impact d'une substance, là, appelons-le comme ça, que ce soit de l'alcool ou de la drogue, ça, est différent chez chaque personne. Mais est-ce que c'est une approche que vous avez quand vous parlez à des... Parce qu'il faut que tu sois conscient. Moi, je dis souvent en anglais, self-awareness is a great thing. Fait que de se connaître, de savoir que moi, ben, je prends 2 bières, puis peut-être que je sais que mes comportements changent. Mais faut que tu le réalises. Ouais. Après ça, déjà, moi, je dis que tu as 50% pas du problème, mais de ta solution. De toi. C'est ça, exact. De savoir, OK, ben moi, je suis capable... Moi, mon cerveau, parce qu'il est différent, il réagit différemment. Tu sais, que, mettons, le mien, que moi, ça fait bien longtemps que je bois de la bière, puis j'ai réussi à faire mes business, puis j'ai une vie professionnelle, personnelle et sociale. Malgré le fait que tu baignes dedans. Là. C'est ça, exact. C'est ça. Je suis tombé dedans quand j'étais comme Obélix aussi. Mais toi, t'es tombé dedans. Faut pas te laisser à côté d'un sac de chips puis de la salsa, par exemple, parce que là, là, il n'y a plus de limite. Là. Qui dit popcorn? Du popcorn. Oui. C'est bien important. Paul, j'aurais une question externe. Ben oui. Justement, vous avez sorti des produits sans alcool. Vous parlez beaucoup de consommation. Ta consommation, as-tu changé depuis qu'il y a le sans-alcool? Parce que je te vois souvent, je te rencontre souvent, puis souvent, tu vas prendre une sans-alcool, mais est-ce que c'est une consommation qui a augmenté avec la sans-alcool de bière ou elle est pareille? Est-ce que ça t'a permis de diminuer? Je serais curieux de savoir ta consommation là-dessus. En fait, elle diminue parce que moi, je suis un buveur d'occasion, en fait. Tu bois selon les occasions qu'on a. Puis oui, moi, je prends de l'alterne-alcool, en fait. C'est pour ça ou le flex drinking qu'on appelle en anglais, mais tu sais, c'est vraiment ça. Je bois de la sans-alcool depuis qu'on en fait. Avant, j'en buvais un peu d'autres compagnies, mais là, on en a, sont à portée de la main. Avant, c'est drôle, vendredi, j'ai dîné à l'autre. Puis d'habitude, j'aurais pris 2 bières. Puis là, je suis arrivé l'après-midi un petit peu, un peu plus relax. Mais là, j'en ai pris une avec alcool, j'en ai pris 2 sans alcool. Puis après ça, j'étais à au bureau, puis on a réussi à faire notre après-midi. Fait que tu sais... Puis tu as eu ton plaisir quand même à boire ta bière qui était goûteuse. Puis que, exact. Parce que c'est ça, les bières, sans parler de fabrication, tout ça, nos bières, c'est sûr que les bières sans alcool sont meilleures qu'ils étaient avant. Ouais, c'est ça. Sans parler de juste les notes. Là, mais non, mais en général, dans le marché aussi. Il y a une évolution qui est incroyable. Je veux dire, l'éventail, la panoplie, l'offre qui existe maintenant est tellement différente que ce que c'était jadis. Là. On est vraiment ailleurs. Là. C'est clairement. Moi, j'ai remarqué que depuis... En fait, j'ai peut-être une prise de conscience aussi. Là. J'ai remarqué que je buvais vite, mettons. Moi, j'ai des enfants à cette heure, puis là, je bois plus souvent. Mais tu sais, je buvais plus avant. Fait que j'ai comme gardé le même rythme de quand j'ai une canette dans les mains de bière, ben j'aboie. Puis moi, je suis dans un événement social, je m'en rends pas compte. Là, je bois. Mais là, ce que j'ai commencé à faire, c'est à prendre des sans-alcool au travers parce que j'étais comme... Je bois pas vite parce que je veux me saouler. Non. Je bois vite parce que, probablement aussi que je dois être un peu gêné en public, puis que c'est comme un... Je bois un peu plus vite. Ça se peut, tu sais, je sais pas. Ça te fait quelque chose à faire. Mais c'est ça, ça m'occupe. Mais depuis que j'ai sans-alcool, j'en mets au travers, puis là, je peux en boire 2, je peux en boire 3. Puis même si j'ai bu vite, ben là, ça dérange plus. Alors que, un moment donné, quand je buvais plus jeune, ça me dérangeait moins parce que je venais pas chaud vite de même. Mais là, avec les enfants, puis tout, là, avec les nuits pas complètes, là, d'un coup, tu bois 2 canettes à une vitesse d'antan. T'as plus les mêmes obligations, là. Eh non, c'est ça. Fait que là, je suis comme, il me semble que je viens chaud vite. Avant, te lever à 10h30, c'était pas bien grave. À cette heure, 6h, si t'es pas debout, il y en a 2 qui vont te sauter. Ils sont debout sur toi. C'est ça. Exactement. Fait que, moi, c'est là que ça a changé. Et t'es pas le seul. Tu sais, nous autres, on le vit parce que, entre autres, en entreprise, un des services qu'on offre, c'est dans des événements festifs ou ludiques de l'entreprise, on peut tenir des kiosques de sans-alcool. D'ailleurs, on va braguer le fait qu'on a un partenariat unique au niveau de la bière sans alcool avec l'Alchimiste, mais on sert des produits sans alcool dans des moments festifs pour les entreprises. Et j'ai un gestionnaire, justement, d'entreprise qui
il capotait puis il disait « Je comprends pas qu'on ne l'ait pas fait avant. » tu sais. Il trouve que les produits sont bons, sont tout aussi bons qu'avec alcool. Puis là, ben, il alterne justement le flex drinking. Fait qu'il est comme je prends mon rum and coke puis j'en prends un sans alcool. Mais dans les faits, il y a tout le temps l'impression de faire la même chose, sauf qu'il y a le plaisir, le côté social, parce qu'il y a quand même bien ça, là. Quand on parle de motifs de consommation, c'est pas tout le monde envie qui consomme parce que leur vie, c'est de la merde, là, on va se le dire. Exact. La majorité, la très grande majorité consomme pour le plaisir et pour socialiser. Ça, c'est les deux plus grands motifs de consommation planétaire. Okay? Oui. Donc, le côté social d'avoir ton verre dans ta main plutôt que d'avoir un verre d'eau. Puis, tu sais, combien de fois qu'on a entendu ça? C'est du monde, hein, tu prends pas d'alcool, mais t'es bien plate. Non, mais pourquoi plate? Qu'est-ce qu'il y a de plate dans le fait de ne pas boire d'alcool? Mais là, d'avoir l'opportunité d'avoir un breuvage qui est similaire, voire identique aux autres qui vont consommer de l'alcool, ben c'est comme le meilleur des deux mondes. Tu peux te respecter là-dedans, pas l'échapper nécessairement, puis participer au côté social de la chose. Mais tu sais, je vais aller à n'importe, mais tu sais, c'est pas grave non plus de l'échapper si tu es capable. En fait, tu sais, je veux dire, j'en ai pris des brosses, là. Puis, encore une fois, moi, je pas réfléchir à ça. J'ai pris une brosse, tout l'upside de la brosse, on va le dire les vrais mots, versus le downside du lendemain matin, mettons, comme tu disais, du samedi que je me lève à 10h. Mais sacrément que j'ai eu du fun la veille. Fait que, il est où, justement, à la limite, 6 mois, là, je le sais qu'on va avoir du fun, on sort, puis il est jusqu'à 2h du matin, puis on a bu des shots, puis on prend un taxi, puis on s'en va à la maison, puis le lendemain, on est un peu magané, mais on pense à la soirée. Là. Bon, on dit que c'était le fun. Tu sais, dans les faits, Paul, la question que tu as à te poser, c'est quoi les impacts? Tu sais, est-ce que le fait de l'échapper a un impact dans mes sphères de vie? Est-ce que je suis capable de remplir mes obligations parentales, familiales? Est-ce que je remplis professionnelles? Tu sais, est-ce que le fait de l'échapper a un impact dans mes sphères de vie? Si la réponse est non, ben clairement, c'est que cette consommation-là, cet événement-là, ben, il n'est pas nécessairement problématique dans le sens qu'il n'a pas causé d'impact nécessairement. C'est sûr qu'il faut toujours être vigilant parce que plus tu t'es porté aux abus, ben, c'est des risques supplémentaires. Mais comme tu le dis, que tu l'échappes de temps à autre, si ça n'a pas d'impact sur tes sphères de vie, ben, le risque, il est pas mal plus faible. Il faut juste comprendre qu'une consommation risque zéro, ça n'existe pas. Une fois que tu as compris ce concept-là, tu peux quand même comprendre qu'il y a du risque faible, modéré et élevé. Fait que c'est ça l'idée. Fait que de dire, j'ai créé un bon souvenir, j'ai eu du fun avec mes chums, on l'a échappé, j'ai mal à la tête à matin. OK, l'impact, ben écoute, tu vas mal filer pendant une couple d'heures, mais le reste, est-ce que ça va? Est-ce que tu es capable? Ben, si la réponse c'est oui, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Ben, c'est ça. Après ça, c'est correct. T'sais. Puis ça, j'en viens à mon point, c'est self-awareness, c'est de se connaître, puis de savoir l'impact que ça a. Puis tu sais, moi, je suis rentré dans le milieu de la bière il y a 30 ans pour cette raison-là. Moi, quand j'étais pas des gars de la Coupe Stanley, là, puis j'ai fait le tour du Québec, puis là, j'étais avec des représentants Monson, des joueurs de hockey, puis tout, c'était festif. J'ai fait, je veux travailler dans cette industrie-là. Je me suis pas dit, alright, je vais me saouler à tous les soirs. Non. Je me suis dit, on est dans le plaisir. Fait que, comme tu as dit, la socialisation, puis la célébration. Fait que moi, c'est ça qui m'a attiré vers l'industrie de la bière. Fait que, tu sais, c'était pas, mais ça n'a jamais été, on parle souvent de, c'est quoi l'objectif, ton angle? Mais moi, mon angle, c'était ça. C'était pas le tu sais, ça, c'est en anglais, un enhancer of a good time, que je dis. Tu sais, ça l'améliore ton fun. Mais moi, j'ai du fun à jeun. Oui. On va avoir du fun en masse. Souvent en prévention, c'est que l'alcool, en fait, c'est un amplificateur. Ouais. Tu sais, quand tu l'as dit, tu branches un ampli, ça amplifie. Ce qui fait que si tu as du plaisir, tu es dans un party, tu socialises, tu consommes de l'alcool de façon générale, ce que ça va faire, ça va amplifier ton bonheur. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, on va se le dire. Mais c'est juste toute une question de conscience puis de responsabilisation là-dedans, puis de se poser la question, est-ce que j'ai besoin de ça pour avoir du plaisir? Si la réponse est oui, hop, là, on tombe plus dans le dark side of the moon, mettons, tu sais. Fait que c'est là où il faut juste comme... L'idée, là, c'est d'être assez brillant pour se questionner, puis être assez honnête avec nous autres, puis tu sais, de bien se connaître. La connaissance de soi, là, je veux dire, on en parle en 6e année avec nos jeunes là, en prévention. T'sais. Fait que c'est de bien se connaître, puis c'est de se respecter là-dedans, puis qu'à la limite, de trouver des alternatives si jamais, nous, ça nous fait pas. Parce qu'il y a des gens qui vont bien gérer, qui vont être super responsables, et il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas. Fait que parle-moi donc de ça, tu sais, que non, mais justement, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me dis tout le temps, ton cerveau est assez fort.
Tu sais, avec ton expérience, c'est sûr que tu en as vu des cerveaux, il y en a autant qu'il y a d'êtres humains. Fait que, qu'est-ce qui se passe, là, vraiment, là, techniquement parlant, quand il y a quelqu'un qui embarque sur une machine à poker, là, puis qui pèse sur le piton une fois, puis qui fait OK, mais ça, là, il y a de quoi qui se passe, puis il lâche plus, puis il dépense toutes ses payes là-dedans. Ouais. Comme l'alcool, mais il y a de quoi qui se passe intérieurement. Écoute, c'était juste cette question que tu viens d'ouvrir là. On s'en sort pas vivant, sérieux. On en a pour 4 podcasts, c'est sûr et certain. En fait, ben, c'est qu'il y a pas que d'éléments. Première des choses, toujours qu'on prendre en considération ce qu'on appelle la loi de l'effet. C'est comme une petite formule mathématique. La loi de l'effet, mon effet est égal à 3 variables. Substance, individu, contexte. OK? Et je ne peux jamais dissocier les variables. Il faut toujours les prendre ensemble. OK? Je ne peux pas dire qu'un effet est seulement égal à une substance. Parce que, Paul, tu l'as mentionné, on est tous différents. OK? Donc, ça n'agira pas de la même façon sur toi que sur moi. Et il y a le contexte qui va jouer là-dedans aussi. Et tout ça va nous donner un résultat qui est l'effet. Puis on peut changer aussi cette équation-là pour les risques. Les risques vont toujours être égaux à la substance consommée, l'individu qui la consomme et le contexte dans lequel c'est fait aussi. Okay, ouais. Et là, il faut voir, alcool, on parle de jeux de hasard et d'argent en même temps. Il y a un paquet de choses là-dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeux de hasard et d'argent, les fameuses slot machines, comme on appelle, là, c'est pas... ça sort pas de nulle part. Là. C'est pas un petit clin qui a inventé ça dans son garage là, puis qui fait comme « Hey, ça a l'air le fun ». Non. C'est pensé. Là. Il y a un paquet de trucs qui sont faits pour que les gens demeurent. C'est le même principe aujourd'hui avec les écrans, avec les Reels, TikTok et compagnie. C'est toujours l'algorithme fait en sorte de te garder le plus longtemps possible. Bon, c'est pas le même développement derrière les machines de jeu, mais c'est le même principe. Il y a un effet stimulant dans le jeu de hasard et d'argent. Puis, tu sais, il y a des développeurs, là, si vous mettez les pieds dans un casino, vous allez voir maintenant, là, c'est des écrans de 4 pieds, il y a du 3 dimensions, des bancs qui vibrent, je veux dire, ça pète 3 coins de rue quand tu réussis à pogner un coffre. C'est hallucinant ce que ça fait. Là, évidemment, j'ai pas envie de donner le goût aux gens d'y aller, là, mais c'est juste de comprendre que les gens développent et font en sorte que c'est impressionnant. Et tout ça, ça joue sur ce qu'on appelle le circuit de la récompense dans ton cerveau, dans ton système nerveux. Le circuit de la récompense, ça existe ça. Et c'est ce qui, plus tu vas le stimuler, ça va dégager évidemment de la dopamine, neurotransmetteur. On ne fera pas un cours de bio après matin, mais... Non, mais de top line, mettons. Mais c'est ça le principe, c'est que ça dégage... Il y a des choses, des activités dans la vie du quotidien qui dégagent de la dopamine dans ton cerveau. C'est le neurotransmetteur qui est responsable du bonheur. OK? Ça, c'est ce qu'il faut comprendre à la base. Et il y a des façons artificielles de faire en sorte que ton cerveau dégage de la dopamine, comme entre autres la consommation de substances ou le jeu de hasard et d'argent, parce qu'une stimulation importante qui va venir déclencher ça. Et là, ben, après ça, il y a un paquet de cognitions erronées là, en lien avec le fait de elle va payer. C'est là, je veux dire, lui a gagné, ça va être mon tour bientôt. Ah oui, c'est ça exactement. Là, mais ça, c'est des cognitions erronées, puis il y a un paquet de faire. Écoute, c'est tout qui est un univers. Et là, si tu rajoutes l'alcool à ça, l'alcool, c'est un désinhibiteur. Hein, ça enlève l'inhibition, l'espèce, puis ça diminue la notion de jugement. Fait que si déjà à la base, c'est une prédisposition de quelqu'un qui est impulsif, par exemple, qui agit des fois sans réfléchir un peu, ben déjà, tu as une prédisposition à avoir des risques supplémentaires avec quelque chose comme le jeu de hasard et d'argent. L'impulsivité, il n'a pas du gain, là, hey, elle va payer puis je vais avoir de l'argent. Là, tu rajoutes de l'alcool à ça qui est un désinhibiteur puis qui réduit encore le jugement. Ben là, tu viens de flouber ta paye, là, tu sais. Je travaillais dans un bar où il y avait des vidéos poker, puis de voir les gens arriver, là, puis là, tu vois, ils s'installent, puis là, au début, tout est en ordre, puis là, tranquillement, tu vois leur physique changer, là, les épaules qui baissent, la frustration, les cernes, mais en quelques heures, là, pas en 3 jours d'affilée, les voir revenir, là, en quelques heures, tu vois toute leur physique changer, puis ils reviennent, puis là, ils viennent chercher un peu d'argent, puis le moment donné, tu vois, ils s'en vont. Puis là, ils reviennent. Et là, tu sais qu'est-ce qu'ils viennent d'aller faire. Mm-hmm. Ils viennent d'aller rechercher de l'argent quelque part. Ouais. Puis ça continue. Puis là, un moment donné, ils arrivent, puis ils te donnent un papier, puis ils te regardent avec un sourire. Là. Mais un sourire comme un enfant qui vient d'ouvrir un cadeau de Noël. Là. Ouais. Tu vois qu'il y a de l'adrénaline. Tu sais, il y a vraiment ça se met comme s'ils venaient de sauter en parachute. Là, le même regard de regarde. Puis là, tu leur donnes 300$. Puis là, c'est comme t'as vu. Tu sais, je suis pas un câble.
Ouais. Je viens de faire 300 pièces. Mais il vient d'en mettre 2000. Je t'ai vu, le mettre 2000, le sauvage. Ouais. J'ai trouvé ça tellement dur de voir ça tous les jours. Puis souvent, c'est que tu revois les mêmes visages en plus. Tu sais, tu disais que c'est un petit pourcentage de la population, mais tu revois. Qui est accroché, oui, il est accroché. Semaine après semaine, les mêmes visages. C'est triste, là. Mais c'est hallucinant. Puis on travaille là-dessus pour développer justement quelque chose de plus spécifique en lien avec le jeu de hasard et d'argent. Puis on regardait des chiffres, puis parce que de plus en plus, dans le domaine des dépendances, on a ce qu'on appelle des recommandations d'experts pour des usages à moindre risque. Il y en existe par rapport à l'alcool, il y en existe par rapport au cannabis. Puis là, on essayait de voir par rapport au jeu de hasard et d'argent s'il y avait la possibilité d'avoir justement pour un usage à moindre risque. T'sais. Puis le montant que quelqu'un devrait dépenser lié à son revenu, c'est une vraie farce. Le rendu là, on va t'acheter un paquet de gomme. Pour le moindre risque. Oui, pour le moindre risque. C'est... Mais tu sais, j'allais déjà compter à Max, mais parce que Max, il me dit, moi, pas, j'ai pas de fun à jouer au blackjack. Mettons, au casino. J'ai pas de fun au casino. Mais j'ai dit, moi, j'ai du fun. Mais j'ai dit, moi, je vais pas dans l'optique de faire de l'argent. Parce que après ça, c'est comment tu rentres dans ton objectif. Moi, j'aime avoir du plaisir. Puis moi, j'aime ça jouer au blackjack. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je suis en compétition avec quelqu'un. Fait que moi, ce que j'aime, c'est de gagner. Mais pas, je m'en vais pas là en me disant, je vais sortir de là avec 2000 pièces. Non. Je me dis, j'ai 200 ou 300 pièces, puis c'est ça mon argent de ma soirée. Fait que moi, j'aime ça jouer les tables à 10 pièces. Parce que le point, c'est de jouer le plus longtemps possible. Moi, mettons, j'étais allé à Vegas là, 12 fois. Puis, l'histoire que j'ai contée, c'est quoi? C'est quand j'ai joué de 9h le soir à 5h à la même table. Puis l'alcool était donné. Fait que je buvais de la bière tranquillement. Tu sais, j'étais pas trop chaud. Si je buvais de la tu bière. vois, ils sont pas cons. Hein? L'idée, c'est qu'ils te donnent l'alcool, Non, ça, c'est sûr. des inhibitions, baisse de jugement. Ben oui, mais c'est pour ça que je pense qu'encore une fois, faut que ton cerveau soit clair, puis il faut que ton objectif soit clair. Moi, comme je te dis, mon objectif, là, si j'arrivais au bout de mon 200$, ma soirée, j'ai été cave de l'avoir perdu, j'ai doublé parce que je pensais que j'avais 11. Mais en même temps, si tu as les moyens de tes loisirs, c'est différent. Puis encore là, il y a des choses qui sont... Tu l'as dit, je me suis fixé un budget et puis le fait d'être capable de le respecter aussi, ça, je veux dire, ça prend quand même un bon contrôle de soi. Malgré les 10 bières que j'ai eues. Ouais. Mais c'est ça l'idée derrière. Mais de dire, pour moi, 200$ dans mon budget pour une soirée de loisirs, c'est convenable. OK, il n'y a pas de problème. Fait que après ça, de dire, moi, j'aime ça jouer aux cartes. Bon, il y a la notion d'argent qui vient avec, c'est correct, mais tu sais, je me suis fixé un budget, je suis capable de le respecter. Puis si je si je gagne, tant mieux. Si ça t'amène pas à jouer davantage, c'est merveilleux. Puis si tu le perds, puis d'être capable de t'arrêter, puis pas de dire, comme Max dit, je sors, puis je m'en vais me chercher un broker, puis qu'ils vont me dire. C'est ça. Ça vient aux impacts. Que tu disais tantôt. Ça vient aux impacts comme l'alcool. Est-ce que le lendemain, je suis pas capable de payer mon loyer ou je suis pas capable de payer mon hypothèque? Ou est-ce que c'était juste un jeu pour une soirée puis c'était un peu de plaisir? Quand on parle d'usage à moindre risque, c'est un peu ça. C'est quand tu es capable de mettre des barèmes de sécurité autour de toi, pas que ça flanche, puis d'être capable de les respecter, à ce moment-là, c'est une consommation qui est beaucoup plus responsable. Et ça, peu importe la consommation. T'sais. Mais est-ce que c'est binaire? Est-ce que c'est t'es dépendant ou tu ne l'es pas? Tu sais, ce tempérament-là ou tu ne l'es pas? Ou ça peut être aussi contextuel? Est-ce que tu pourrais être dans une partie de ta vie parce que ça va moins bien? Ouais. Puis que tu pourrais te débarrasser de cette béquille-là rapidement, plus rapidement, par exemple, que quelqu'un qui a vraiment un problème d'alcoolisme aigu. Là, tu poses la question de guerre de clocher depuis des lustres. Oui, mais tu sais, un gars qui est là-dedans tous les jours, mettons, là, c'est quoi c'est une question question de la chose? Ben, c'est sûr que ça dépend beaucoup de ton approche puis de ton école de pensée. Tu sais, au niveau des dépendances, on a eu à un moment donné un modèle qui était religieux. Le modèle religieux, donc on était dirigé par le clergé, etc. Exact. Et là, dans le fond, l'alcool, c'est le démon. Ouais. OK? C'est le breuvage de Satan. Ça amène au vice, c'est pas bon. Bon, les prêtres buvaient du vin, on comprenait pas trop. Mais... là, buvez... oui, c'est ça, buvez-en tous, c'est mon sang, c'est ça, là. Et bon, on a eu une approche médicale. Où est-ce que là, on s'est dit, la dépendance, l'alcoolisme, c'est une maladie. OK, mais c'est parce que ça ne se soigne pas avec des pelules, ça, là. Bon, OK, on va essayer d'avancer sur ce petit bout de là. Et là, dans les années 2000, on a eu une autre approche qui est celle que nous, on adopte, qui est une approche biopsychosociale. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui est déterminant dans la problématique de dépendance, il y a des choses qui sont biologiques, il y a des choses qui sont psycho,
puis il y a des choses qui sont du domaine social. Fait que, tu sais, c'est un ensemble. Tu sais, des histoires de mon père est alcoolique, fait que je suis alcoolique, des petites nouvelles pour toi. On peut travailler à faire en sorte que ça soit pas le cas. Ah ouais, hein? Ben oui. Ah ouais, mais tu vois, moi, ce cliché-là, clairement, qui semble être un cliché, là, moi, j'y croyais, là, j'étais sûr que c'est une notion de risque. Tu es né, tu as évolué dans un endroit, dans un milieu de surconsommation puis d'abus de consommation. Un être humain, ça évolue, ça grandit et son apprentissage se fait comme une éponge en fonction de ce qu'il voit puis de ce qu'il vit. Fait que c'est sûr que si tu vis dans un milieu de consommation, de surconsommation, d'abus de consommation, il y a un risque potentiel. À l'inverse, il est possible que ça crée plus quelque chose comme un trauma et que la personne ne consomme jamais de sa vie. Ouais, mais il y a un risque potentiel que la personne, j'ai vécu là-dedans. Fait que je répète des comportements. Un enfant, c'est ce que ça fait souvent. Ce qu'on appelle en psycho le modeling, c'est un peu ça. On produit des comportements pour que l'enfant reproduise le même comportement. Tu sais, l'expression « la pomme tombe jamais bien loin de l'arbre », là. Ben, c'est ça l'idée. C'est que tu évolues dans un milieu qui est comme ça, c'est un risque. Mais ça, c'est un risque. Écoute, on pourrait sortir la feuille des facteurs de risque, encore une fois. Il y en a qui sont biologiques, individuels. Il y en a qui sont liés à la substance. Et il y en a qui sont liés au contexte, encore une fois. Fait que c'est un ensemble. Il y a des individus autour de la planète qui ne réagissent pas biologiquement de la même manière au niveau des substances. L'alcool fait boire de l'alcool à un occidental, à un amérindien, à quelqu'un qui est asiatique, les enzymes, le corps n'est pas fait de la même manière, donc les gens ne réagiront pas de la même façon. Okay? Donc oui, il y a une notion biologique. Mais il y a une notion, tu sais, tout ce qui est rapport aux enseignements, les croyances, toutes les cognitions, ça aussi, ça va jouer un rôle important au niveau des risques associés à la dépendance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la consommation, c'est un comportement. Le fait de consommer de l'alcool, c'est une action, OK? Ouais. Je consomme de l'alcool et je le fais pour une raison. Et c'est sur cette raison-là qu'il faut agir pour éviter les problématiques. Si je consomme pour le plaisir socialisé, mais que j'ai un paquet de facteurs de protection, comme le fait que je me connais bien, que je suis quelqu'un qui est responsable, qui est sensé, qui est capable de me limiter, je dis, je vais peut-être consommer toute ma vie sans développer aucune problématique que ce soit. Mais si à l'inverse, j'ai un paquet de facteurs, j'ai pas confiance en moi, je connais pas mes limites, je suis quelqu'un d'ultra impulsif, j'ai pas d'amis, j'ai pas de loisirs, j'ai pas de passe-temps. Fait que quand je consomme, là, c'est sûr, j'ai de la dopamine, j'ai du plaisir, ça m'occupe, je tombe en relation. Tu sais, l'alcool, c'est un lubrifiant social. Oui. Les gens qui sont plus gênés, réservés, prendre un verre ou deux, hop, là, devient plus volubile, capable d'interagir, entre en relation. On s'entend que ça, à la base, ça a... Ben non, c'est excellent. Le problème, c'est quand tu n'es pas capable d'arrêter à ta une ou deux qui te permet d'embarquer là-dedans, ou de développer des habiletés de communication qui vont faire que tu n'auras pas toujours besoin de ta petite bière pour entrer en relation. Mais est-ce qu'on ne devrait pas... Justement, comme tu parlais en amont, là, mais quand tu parlais de « OK, j'ai un trouble de... Je suis agressif ou whatever. Ouais. » Il faut travailler sur le cerveau avant. Moi, je trouve que on sous-estime le pouvoir du cerveau, souvent. Moi, je pense. Je trouve que, OK, mettons, je fais de l'anxiété, je prends des pilules, puis je fais de l'anxiété, puis c'est pas grave. Pas que c'est pas grave, mais c'est rendu normalisé de faire de l'anxiété. Puis, mais alors que, c'est ça, mais alors que, moi, je dis souvent, tu as des voix dans ton cerveau. Tu en as une qui te dit tout va être de la merde, mais il y en a une qui te dit il y a plein de monde qui sont passés avant nous autres. Ouais. Il y a des milliards de personnes. Il y avait la guerre avant partout. Il y avait ça. Puis là, nous, moi, je dis souvent, dans un contexte, one could argue, qui est quand même un des meilleurs de l'histoire de l'humanité au niveau sanitaire, au niveau de la médecine, etc. Mais là, on se dit, moi, je dis, ton cerveau, tu es capable de le travailler. Fait qu'il y a, mais est-ce qu'il y a un jeu là d'éducation de dire faut que je développe, faut que je les développe, mais je parle beaucoup d'anglicisme, mes guardrails, mais il faut que je les développe pour après ça pouvoir profiter des beaux moments que justement le gambling peut te donner, comme je te disais, une soirée de blackjack, ou que j'ai fumé un joint puis j'ai ri toute la soirée avec mes chums, ou j'ai bu 3-4 bières puis on a ri puis on a jasé avec des filles puis c'était super le fun. Oui. Mais c'est le cerveau qu'il faut le travailler. J'ai le goût de te dire oui et non. Puis c'est ça le problème, c'est que... On en a pour 3 podcasts. Écoute, je te dis, c'est débile. Il y a un certain moment donné où est-ce que la raison n'existe plus.
OK, dans le sens où quand on va développer un trouble, parce que là, on tombe dans le psycho, là, c'est la santé mentale. Là. Dans la vie, on a tous des traits de personnalité. Il y en a qui vont être un petit peu plus excentriques, il y en a qui vont être un petit peu plus réservés. Il y en a qui vont être un petit peu plus borderline, hein, des tendances un petit peu plus bipolaires. On a tous des traits. Il y en a qui ont des traits dépressifs, hein, ils ont tout le temps maudits qui sont lourds, tout le temps, mais ils n'ont pas nécessairement le trouble associé à. Ça il y a un paquet de critères diagnostiques, là, c'est tout en lien avec le DSM-5, la Bible de la médecine. Là. Et, mais quand on a... oui, évidemment. On a tout ça sur notre comptoir de cuisine. Mais, et là, c'est quand on tombe dans le trouble, ben là, ça devient difficile parce que et tout dépendamment c'est quoi le trouble, il y a des déconnexions des fois avec la réalité, il y a des réactions chimiques dans le cerveau, il y a un paquet d'affaires, et là, ben, des fois, la notion de fonctionnalité n'est plus. Quand on tombe dans l'univers du trouble de santé mentale, ben, c'est qu'il y a des fonctions que tu n'es plus en mesure de faire dans ta vie en général. Puis t'as beau dire, je vais essayer de me conditionner. Moi, personnellement, l'anxiété, là, parce qu'on en parle, là, j'ai de la misère avec dealer avec ça, dans le sens où je comprends le principe. Je vois, là, tu sais. C'est ça. La théorie, t'as compris. Oui, très bien. Ça. Mais moi-même, personnellement, des fois, je suis avec du monde puis j'ai le goût de te dire, hey, gère-toi. Parce que je vis pas, j'ai de la misère à concevoir que ça peut atteindre de tel niveau. Bon, là, quand tu es dans le domaine puis qu'on t'explique certaines choses, tu comprends que finalement, la personne, elle est rendue à un niveau où est-ce qu'elle n'est plus capable de se gérer puis que c'est totalement désarmant, là, ça elle gèle, elle n'est plus fonctionnelle. Fait que des fois, à ce moment-là, oui, on va aller vers la molécule qui va aider la personne, mais l'idéal, c'est de combiner un traitement médical avec un traitement au niveau de la psycho. Tu sais, dans le fond, on va faire de la psychoéducation en même temps qu'un traitement médical pour essayer de travailler. Ben, comme une béquille, comme tu te casses la jambe. Oui, exactement. On va mettre un plaster en attendant pour être capable de travailler pour que ça soit évidemment moins pire. Est-ce qu'on va être capable de régler? Des fois oui, des fois non, mais on est bien souvent capable d'amoindrir. Mais tu sais, le faire en amont, ça serait l'idéal, mais ça dépend toujours dans quel milieu tu nais puis que tu évolues. Ben d'accord. Mais on part pas tous en même place, malheureusement, dans la vie. Non, c'est ça. Mais tantôt, tu en as parlé quand même en disant c'est pas parce que ton père est alcoolique qu'il est alcoolique. Est-ce qu'il y a une réalisation à avoir de OK, je suis pas victime non plus de ma génétique, je suis pas victime de mes conditions, j'ai du contrôle vraiment sur qu'est-ce que je suis capable de faire pour me sortir de ça? Ou est-ce que c'est non, t'as raison, mon homme, t'es en train de te noyer puis c'est pas de ta faute, puis on va faire ce qu'on peut pour te sortir la tête de l'eau? Ben, écoute, si on parle des dépendances, parce que c'est sûr que la santé mentale, il y a des prédispositions. Non, vraiment, je vais retourner au niveau de la dépendance. Au niveau de la dépendance, de la consommation, ben, c'est là, encore une fois, comme je te dis, ça dépend des approches. Nous, on est, tu sais, quand on est dans une approche médicale, on va dire, t'es malade. Ouais. OK. On a un peu de misère avec ça, dans le sens où est-ce que nous, on mise beaucoup sur la responsabilisation puis l'empowerment, le fait qu'en tant qu'être humain, tu as un pouvoir sur ta situation puis que tu vas peut-être avoir besoin d'aide, mais on est probablement assurément capable de faire quelque chose. Tu sais. La consommation, on va pointer ça souvent comme étant le problème. Tu sais, j'ai une infirmière en milieu scolaire qui m'a abordé à un moment donné en me disant « Hey Alex, on a un problème. » OK, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une adolescente en secondaire 5, sa consommation est super problématique. OK, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle consomme du cannabis à tous les jours et ses amphétamines, elle a perdu du poids, elle mange plus, elle n'a plus d'amis, relation avec ses parents, c'est fini, elle fait du couchsurfing chez des amis, elle est en train de couler son année. OK. C'est quoi que tu veux faire? Ben, il faut qu'elle arrête de consommer. Pourquoi? Ben, parce qu'elle s'en va dans le mur. OK. Toi, tu viens de m'énumérer que sa vie, c'est de la marde, puis que la seule chose qu'elle garde en vie en ce moment, c'est sa consommation, puis tu veux qu'on y enlève? Moi, je ferais pas ça. Le problème, c'est pas la consommation. La consommation, c'est la pointe de l'iceberg. C'est ce qu'on voit, c'est un comportement. Mais ce comportement-là répond à un besoin sous-jacent. Il y a quelque chose qui se cache sous l'eau et c'est ça le gros du problème. C'est là-dessus qu'il faut s'attaquer. Toujours. Toujours.
Toujours. C'est à quelle fonction, à quel besoin, à quel manque répond la consommation. Agis là-dessus, puis ça va voir, ça va se placer. Comme de fait, on a travaillé sur ce qui se passait. On a essayé de rétablir le lien entre les parents, dans le fond, et la jeune. On a mis en place des trucs pour qu'elle soit en contact avec d'autres élèves. Elle s'est refaite un réseau social. Elle a participé à des récupérations sur l'heure du dîner. Ses notes ont remonté. Et tout ça a fait en sorte que sa consommation a diminué. Rendu à 3 mois plus tard, elle ne consommait plus d'amphétamine. Elle avait recommencé à manger, elle dormait chez eux, elle était en voie de réussite, elle mangeait, elle s'alimentait, elle avait un réseau social. Elle continuait de consommer du cannabis de façon régulière, je te dirais pas à tous les jours, mais à toutes les semaines. Mais elle avait rétabli un équilibre dans ses sphères de vie. Et à aucun moment, on lui a demandé d'arrêter de consommer. À aucun moment, on lui a dit « ton problème, c'est ta consommation ». Vous en parlez, j'imagine, quand même, de la consommation à travers ça. C'est sûr, on n'a pas le choix. Puis, tu sais, je veux dire, la consommation, c'est un comportement qui peut déranger et engendrer des conséquences dans tes sphères de vie. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Tu sais, je veux dire, si tu te fais mettre dehors par tes parents à cause de ta consommation, ben c'est sûr qu'à un moment donné, ça se peut qu'on dise « là, il peut-être falloir essayer de faire un petit quelque chose par rapport à ça. » Là, mais en même temps, juste de demander à quelqu'un de ne pas consommer, tu sais, mettons, tu as un bon lien avec. Ben, c'est parce que ça peut fonctionner une couple de semaines. Mettons, tu as un bon lien avec la personne et elle veut vraiment te faire plaisir. Là. Elle va arrêter de consommer. Mais si tu ne règles pas la raison pour laquelle elle le fait, ça va revenir au galop et ça risque d'être pire. Fait que c'est là où l'image de l'iceberg est super importante en dépendance. Le comportement, ce qui émerge de l'eau, ce qu'on voit, c'est la consommation, c'est la dépendance. Puis ça peut être n'importe quoi, là. On parle des substances, mais ça peut être quelqu'un qui fait des achats compulsifs. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui est accro au sexe. Ça peut être quelqu'un cigarette, mettons, tu le considères. C'est la même affaire. Le gambling, ça peut être quelqu'un qui est workaholic. C'est un autre sujet qu'on va parler longtemps. C'est super insidieux comme dépendance parce que les gens ne le voient pas comme étant une problématique et on va dire hey, il est travaillant. Ouais. Oui. Je vais y aller. C'est ça. Sauf que sa femme, elle le vaut jamais. C'est sur le point de demander divorce. Ses enfants ne se rappellent même plus c'est quoi son nom. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça a un impact dans tes sphères de vie. Là. C'est cool, tu ramasses du cash. Là. C'est tu te réalises, mais il y a un impact. Ben là, man, c'est ça. Fait que c'est là où il faut comprendre qu'il y a de quoi qui se cache sous l'eau, puis c'est là-dessus qu'il faut agir. Des fois, on va agir sur le comportement de consommation, mais plus souvent qu'autrement, là, c'est vraiment sur ce qui se cache en dessous. Puis en fait, qui te travaille avant, parce que j'imagine que tu as du pushback. Tu sais, comme tu dis, arrête de consommer. C'est non. Mais non. C'est pas ça mon problème. Puis c'est ça, versus, attends un peu, parlons des autres enjeux. Mais... Puis la culture change aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, t'aurais pas. C'était pas. Mais on te parlait tantôt, tu arrives avec un sans-alcool, t'es plate, tu bois pas. OK, ce commentaire-là n'est pas si pire. Mais quand j'étais jeune, c'est tu bois pas de bière. Tu fifes? Ah oui. T'sais? C'était comme. Je suis pas fif, monsieur. Combien de fois t'en as ça? Ah ouais, tapette, prends-en un autre. Ah ouais. Voyons donc, c'est quoi? T'es obligé de te défoncer pour montrer ta masculinité. Ben oui, c'est bizarre. C'était de la Coors Light. Je faisais dire que c'était pas de la vraie bière. Imagine pas, c'était de la light. C'était de l'eau. Non, mais mettons 1% de différence. C'est pas la fou, mentalité, là. Ah ouais. On avait quand même une culture, puis j'imagine que c'était pas juste au Québec, là, cette culture-là autour de l'alcool était, pour revenir à l'alcool, là, parce que c'est moins plus rare que tu fais dire, tu te piques pas, ça? Tu t'appelles? J'ai jamais entendu celle-là. Wow! Jamais entendu dans ma jeunesse, celle-là. Jamais. Ben écoute, ça dépend dans quel pont tu traînes, là, mais... Mais ouais, c'est ça, au niveau de la boisson, celle-là, je l'ai entendue une puis deux fois, fait que c'était vraiment, ça faisait partie de la culture. T'es un homme, t'es un vrai, tu bois, puis tu bois pas un peu, tu bois beaucoup. Mais puis tu l'as dit, c'est une question de culture. Un des facteurs de risque importants, c'est la pression sociale poussant à la consommation. Fait juste mettre en parallèle le modèle d'affaires de l'alcool versus celui du cannabis. OK? À la SAQ, là, c'était vitré à grandeur, les trucks, les 53 pieds te passent avec le beau logo SAQ, avec les nouveaux produits. Tu rentres, c'est des dégustations, tu arrives à la caisse, qu'est-ce qu'on te demande? Est-ce que vous avez votre carte Inspire? Ben non, c'est quoi le principe? Ben plus tu achètes d'alcool, plus je te donne de points, plus tu as de points, plus tu peux te saouler. C'est merveilleux. Hein? C'est le modèle d'affaires. Tu arrives dans une SQDC, les fits sont givrés à grandeur, tu te cognes le nez dans un gros monsieur qui va te demander des cartes d'identité.
puis qui te laisse pas passer si t'en as pas, je vous le garantis. Et après ça, on va rentrer dans un milieu où est-ce qu'on va te donner de l'information sur les produits, où est-ce qu'il y a une limite dans la teneur en THC des produits. Les gens qui sont là, c'est des conseillers. Et puis on a fait le test, on est sorti avec la job pour voir un peu comment ça se passait. Et sincèrement, les conseillers te posent un paquet de questions, entre autres, sur la notion de l'individu. Avez-vous des problèmes? Avez-vous des conditions médicales? Avez-vous décidé ça? Est-ce que c'est votre première expérience? Moi, je vous conseillerais peut-être un produit qui est un peu moins élevé pour commencer, à la limite. Tu sais, il y a vraiment c'est des conseillers. Le modèle est tellement différent. Tu peux rouler ça à 40 à côté d'une flotte de cannabis, tu ne le sauras jamais. Ils ne sont pas stampés, ils ne sont pas identifiés. Fait que l'encadrement fait par rapport à la légalisation du cannabis versus celui de l'alcool, elle est totalement différente. Imagine le choc, t'arrives à SAQ, puis là, t'achètes un 41, t'as 18-19 ans, puis il te regarde et il dit « C'est la première fois que tu consommes de la vodka? » Ouais. Tu pensais en boire combien de verres ce soir? Peut-être moi, je te conseillerais de... Une petite pombée pour commencer. C'est ça. C'est peut-être ça qui va arriver éventuellement. Ben, c'est ce qu'il faudrait. Parce que, tu sais, tu parles de SAQ, mais tu sais, là, le gouvernement il commence à être pris un peu entre l'arbre et l'écorce. Parce que, justement, le gouvernement SAQ ramène beaucoup d'argent à l'État pour payer le système de santé. C'est une vache à lait. Puis en même temps, comme tu as dit, OK, on pousse de l'alcool, la consommation d'alcool, mais en même temps, de l'autre côté, tu as une pression sociale, maintenant une culture qui est en train de changer rapidement par rapport à ton point de t'amènes une bière sans alcool dans un événement versus avant. À cette heure, t'es quasiment cool d'en avoir une. Fait que, tu sais, le gouvernement est pris là-dedans, là, dans ces messages-là. Combien de fois on t'entend? En veux-tu une froide? Tu sais, quand c'est... Mais par rapport justement à moi, je dis c'est le gouvernement qui est pris, tu sais, comme la SQDC, c'est sûr qu'il l'a parti plus tard, là, le modèle d'alcool, je veux dire, de la commission des liqueurs qui est tombée après ça, la régie, ça m'a vieilli. Mais tu sais, mais ça a évolué, puis là, ben, et tout ça, c'est une prohibition qui a fait du dommage, comme c'est pas possible. C'est ça, mais tu sais, après ça, c'est sous un concept de marketing, en fait, et d'argent, de redistribution de profit à une société, au gouvernement. C'est des deux qui envoient ça, puis après ça, qui repaye le système de santé de l'autre bord. Mais tu sais, on arrive à... Tu sais, je faisais justement les jeunes de l'UQAM qui m'interviewaient hier par rapport, qui étaient très curieux sur justement ce concept-là de la SAQ. Tu sais, c'est des jeunes de 22-23 ans, puis ils étaient comme... Mais là, j'en reviens pas que la SAQ, ils promouvoient l'alcool. Tu sais, mais comme nous autres... Comme je dis, nous autres, moi, il y a 20 ans, c'est comme, je ne serais pas posé la question. Non, mais c'est ça, mais on fait juste commencer à se la poser, en fait, la question. Mais cette jeunesse-là, justement, on le voit, là, on voit plein de statistiques. Je ne pourrais pas les citer de même directement de mémoire, mais on voit plein de statistiques qui démontrent que les jeunes boivent moins. Je pense que c'est une partie des jeunes qui boivent moins, mais il y a quand même une baisse, semble-t-il, de la consommation d'alcool. Ça s'explique par plein de phénomènes, mais est-ce que toi, tu vois ça dans ton quotidien, ou le fait que maintenant tu es plus en intervention dans des entreprises, c'est moins dans ton créneau, je dirais, ou dans ton radar? Si j'étais en jeunesse jusqu'à l'année dernière, ben j'ai encore un bassin. Je fais toujours un peu de jeunesse. Je trouve ça toujours intéressant de se grandir avec la clientèle puis d'en garder un peu, mais quand on regarde, il y a un document bien intéressant qui s'appelle le QSJS, là, qui est l'enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire. Si vous avez envie de lire des statistiques, mettons, là, c'est un document qui est super intéressant. C'est assez volumineux. Là. Je te conseille de passer par la table des matières pour te rendre où est-ce que tu vas aller, parce que sinon, t'es pas sorti. Je vais mettre à côté de mon MD5. Là. Ton DSM-5. DSM-5. Ah, d'après moi, tu as une année et demie de lecture, certain. Je sais pas à quelle vitesse tu lis, là, mais mettons qu'on surclasse Harry Potter, je te le garantis. mais l'idée, c'est ça, c'est que les statistiques, puis en plus, on a des données vraiment comme la Nodière, puis même la Nodière Nord-Sud, parce qu'il y a un suréchantillonnage qui est fait. Là, la région investit des sommes pour avoir une vision plus précise là, des données au niveau de la consommation. Mais tu sais, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est effectivement une baisse au niveau de la consommation. Il y en a moins qui vont le faire. Par rapport à l'alcool, par contre, il y a quelques années, ce qu'on avait noté, c'était une hausse au niveau des abus. Donc, il y avait un peu moins de jeunes qui allaient consommer d'alcool, mais ceux qui le faisaient, ils le faisaient plus mal. OK. Ouais. Donc, c'est là où, à ce moment-là, on essaie de... Oui, énormément. Mais puis l'éducation est super importante. Tu sais, on parle de modèles, puis de tout ce qui est social et autres. Juste comparé avec nos amis, nos cousins, les Européens, l'éducation, la consommation d'alcool, elle est totalement différente. Ouais.
il y a beaucoup plus d'alcool qui se consomme chez les Européens, mais ils ont beaucoup moins de problématiques de consommation. Exact, c'est ça. Parce qu'il y a une éducation qui est faite. La consommation du vin au repas, par exemple, à l'âge de 12 ans, on va te servir des gorgées de vin pour t'apprendre qu'est-ce que ça goûte, qu'est-ce que c'est. Puis bon, après ça, à un moment donné, tu vieillis un peu, ça sera une coupe complète. Puis tu sais... C'est moins secret qu'ici, que c'est comme tu vas boire en cachette de tes parents dans oui, parce qu'on dit jusqu'à 18 ans, t'as pas le droit. Ah, c'est ça. Le modèle, c'est non, 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 non. Puis là, à 18 ans, t'es free. Let's go. C'est ça. Mais tu sais, le fait qu'on veuille, mettons, que le monde ne boive plus d'alcool, est-ce qu'on s'en va pas dans une aseptisation des jeunes, d'être devant la vie? Tu sais, quand moi, je suis souvent. moi, j'ai pas d'enfants, mais je prie mes amis qui ont des enfants, mais je leur dis vous avez mal fait, vous avez mal élevé vos enfants parce que là, ils ont peur de tout. Parce qu'on les protège, mais là, on les protège. Tu sais, comme tu as dit, ton exemple, les Européens est excellent. Ouais. À part, OK, tu as 12 ans, apprivoise l'alcool. Être une relation saine. Tu sais, versus, OK, c'est un poison. Puis là, ben, à un moment donné, moi, je pense que le danger est bien plus. Il y a des chums qui disent ah ouais, on prend un 41. Puis là, t'en as jamais pris, puis t'as 19 ans. Puis là, t'en prends une, puis là, t'es comme oh shit, c'est donc bien le fun, ça. Puis là, tu sais. Ça part. Non, mais ça peut être un angle pour ça. Tu sais, tout est une question d'équilibre et de relativisation. Mais beaucoup avec la notion de prévention, c'est ce qui est fait dans les écoles secondaires. Il y a quelques années, juste avant la pandémie, 2018, si je ne me trompe pas, ministre Carman qui a injecté des millions de dollars en prévention dans la province. Dans le fond, qui a fait descendre des sommes, entre autres, pour les centres de prévention, comme le nôtre, au réseau, pour déployer des intervenants dans toutes les écoles secondaires de la province. Bon, là, est-ce que ça s'est réalisé à ce point-là? Je ne sais pas exactement. L'objectif est ça. Mais l'objectif est encore ça. Donc, nous, dans la Naudière-Nord, entre autres, le réseau couvre les 15 écoles secondaires du territoire avec une approche d'éducation et de responsabilisation comme celui-là, dans une idée de réduction des risques et des méfaits. C'est sûr que notre objectif premier, c'est toujours d'essayer de retarder l'usage de la première consommation parce qu'on sait que le fait de consommer jeune, tôt, c'est un facteur de risque important en lien avec la dépendance parce que le lobe frontal n'est pas développé, entre autres, qui est responsable de toute la gestion des émotions, la résolution de problèmes, la maturité. Ce qui fait que si on amène la consommation trop tôt, puis que là, on comprend que la consommation, ben, c'est un beau système pour la fuite, puis qu'on se sent bien quand on consomme. Des fois, le cerveau, c'est une belle machine, comme tu l'as dit, mais des fois, ça ne travaille pas de la bonne manière. Fait que c'est lui qui va finir de développer aussi. Ben, voilà. Fait que là, jusqu'à 25 pour les hommes. Là, quand ils ont légalisé le cannabis, là, je me rappelle, parce que l'association, l'Ordre des psychiatres, était sortie. Il avait dit attention, là, le cerveau jusqu'à 25 ans. Je me rappelle, il avait une grosse campagne pour autour le cannabis, de ça. moi, je me rappelle même quand j'étais jeune, comme tu disais que c'était l'alcool jusqu'à 25 ans, ou ton cerveau jusqu'à 25 ans. Oui, clairement. Puis on va se le dire, il y a des gars qui des éternels adolescents. oui. C'est part of the game. Mais non, c'est ça l'idée. Fait que, oui, la notion de culture, d'éducation est super importante. Tu sais, des fois, on fait des soirées de sensibilisation aux parents ou on fait de l'aide. Puis il y a des parents qui nous demandent des fois, c'est quoi la meilleure approche? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'interdise à mon jeune de consommer? Est-ce qu'il faut que je l'éduque? Est-ce qu'il faut que je lui achète? C'est quoi? Oui. Et la question, elle est ultra pertinente. Puis malheureusement, il n'y a pas une réponse, malheureusement, à ça. C'est évidemment d'y aller dans la façon dont on est à l'aise en tant que parent d'intervenir avec notre jeune. C'est sûr que de mettre en place le plus de filets de sécurité possible, c'est ça l'idéal. Si on sait que notre jeune est pour consommer, qu'on lui autorise ou pas, ben à ce moment-là, si on est dans une approche de réduction des risques, c'est qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce que je sais? Est-ce que ton jeune? Est-ce que je permets à mon jeune de consommer un peu d'alcool le samedi soir avec ses chums dans le sous-sol alors que moi je suis là, puis tu sais qu'il y a une notion de sécurité, ou je lui interdis puis il va aller le faire pareil, mais il va se cacher au parc dans le village puis ils vont foutre la merde, tu sais. Fait que c'est pas une réponse facile. Là. Ah, vraiment pas. Non. Puis comment tu gardes un œil sur ton jeune à cet âge-là qui, lui, veut essayer de se distancer de toi? C'est ça sa job à cet âge-là, de faire ça, de créer son indépendance. Mais là, faut que tu le checkes. Là, t'es comme, il me semble qu'il fait le moins. Il boit-tu, il boit pas. Hey, c'est pas évident, là, gérer ça. Là. C'est pas évident. Moi, j'ai encore soif, tu sais. Puis j'aimerais ça qu'on ouvre une autre bière. Puis j'aimerais ça que tu répondes à la question. Là. On s'en va un peu ailleurs. Mais on a fait des bières avec vous, là, des bières thématiques. Fait que j'aimerais ça que tu expliques, parce qu'en fait, c'est quand même unique là, de décider de faire 2 bières. Puis
puis tu peux nous les présenter. Là. Moi, j'en prendrais bien. Oui. Oui. On a fait tu peux les présenter, puis expliquer pourquoi comment ça que tu as pensé à ça, puis comment on l'a fait. T'sais. Ben, l'idée, c'est dans toute la notion d'alternative, tu sais, puis de promouvoir, tu sais, l'alternalcool. L'alternalcool, oui, c'est ça. J'avais comme la moitié du thème anglophone. Oui, c'est ça, exactement. Je prends des notes, ces expressions francophones depuis tantôt. Donc, de pouvoir offrir l'alternative, puis on s'est dit, ben, pourquoi ne pas y aller avec, tu sais, l'alchimiste qui offre le White Label, qui est une option que je trouve magnifique. Et là, ben, on a usé de notre créativité pour y aller, dans le fond, avec, on est allé avec 2 saveurs, évidemment, bon, la blonde et la sûre framboise, qui étaient dans nos coups de cœur de produits sans alcool à ce moment-là. Donc, d'y aller avec des slogans qui font appel à la responsabilisation. C'est ça l'idée, en fait, là, du concept derrière ça. Fait que, tu sais, on a la blonde qui est la bienveillante, hein, et la valeur sûre, qui est un jeu de mots en même temps, là, faisant appel. Max a aimé ça. C'est la Max. Mais puis l'objectif, parce que, tu sais, moi, tu sais, t'as fait ça avec Mélissa chez nous, puis, tu sais, on était à l'événement, puis là, ben, tu sais, on a une surprise, puis là, c'était caché, puis là, dévoilement des bières, puis là, tout le monde a dit, Paul, bravo, mais j'étais comme, j'ai aucun ça me fait plaisir. On est bon. Ouais, t'es quand même propriétaire de la brasserie qui l'a fait. Là, mais tu sais, c'est bien bon, ça. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que. Puis, tu sais, là, le monde me dit, hey, je vois ça, c'est tablettes, puis tout ça. C'est comme, il était vraiment enthousiaste. C'est sûr qu'on est dans le setup de ça. Puis, tu avais fait un super bon speech. Puis, il y avait Samuel aussi, l'intervenant, qui était le gars de la compagnie. Oui, de chez Tab Mécanique. Oui, exactement. Mais là, les gens étaient comme, est-ce que. Puis, tu as présenté une vidéo qui expliquait, qui démontrait ton intervention en entreprise au niveau dans un team building, dans un événement d'entreprise. Puis là, on te voyait en opération. Est-ce que l'objectif, c'est d'amener ces bières-là pour le mettre d'une façon un peu plus. Le message rentre un peu plus, comme. Est-ce que c'est ça l'objectif, d'aller dans les entreprises puis j'imagine, de leur vendre ou leur donner, là, j'imagine. De le servir, oui, clairement. Comme je disais tantôt, avec le volet entreprise, une des choses qui est possible dans les services, moi, si tu veux. C'est moi, je pense que c'est là. Donc, l'idée étant que d'offrir cette alternative-là dans les milieux de travail qui, dans les moments festifs, souvent vont permettre la consommation d'alcool à leurs employés. Puis on ne pense pas nécessairement à offrir l'alternative. Même, tu sais, bon, chez nos amis des chambres de commerce, ils sont en train d'effectuer ce beau virage-là. D'ailleurs, on développe des partenariats avec eux pour avoir ce rôle-là à l'intérieur de leur événement. Tu sais, on est arrivé dans des événements de 5 à 7, tu sais, puis bon, un souper, par exemple, puis là, le vin est fourni aux tables. C'est super généreux, c'est cool, mais les gens qui ne consomment pas, c'est quelqu'un, exemple, qui par décision, par goût, ne consomme pas, ou quelqu'un qui a déjà eu une problématique, puis qui ne consomme pas, il fait quoi? Fait que d'offrir cette alternative-là, c'est de comprendre que les deux peuvent cohabiter. Il peut y avoir dans un événement festif de la consommation d'alcool, puis il peut y avoir du sans-alcool aussi. On a commencé à le proposer. Parce que c'était tout le temps juste, on se faisait juste demander, pour n'importe quel événement, tout le temps juste avec alcool. Donc on a commencé à le dire. Est-ce que vous voulez aussi l'option sans alcool? Bon. Puis là, tu vois que c'est comme, c'est vrai, on n'a pas pensé à ça. On fait, vous en faites? OK, cool. Mais deuxièmement, on n'a même pas pensé à ça. C'est vrai, oui, on va en prendre une caisse, 2 caisses. C'est pas besoin d'en avoir à l'infini. Juste assez pour répondre à la clientèle puis offrir une option. Exact. Puis pour offrir la flexi-consommation, tu sais, c'est ça l'idée aussi. C'est de ne pas empêcher la personne qui veut consommer de l'alcool. C'est de répondre à un besoin de gens qui n'en consomment pas. Et c'est de permettre à des gens d'être responsables dans leur consommation aussi. Tu es dans un événement festif, les gens, des fois, en entreprise, c'est de comprendre que la notion d'image est quand même bien importante, puis les comportements que tu vas adopter au niveau social dans ton événement ont un impact sur le lendemain. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est une party de bureau qu'on a entendu. Non, mais c'est ça. C'est une histoire d'horreur. C'était comme rendu la joke. C'est laquelle ou lequel cette année qui va faire l'épais? Oui, puis nous autres, on l'adresse sur une base régulière parce qu'on baigne dans l'alcool, littéralement. Quand on a des parties ou quand on a ouvert le taproom, avant qu'il soit ouvert, c'est une des premières discussions qu'on a eues. On a dit à tout le monde, vous comprenez, là, que ça reste un endroit où est-ce que vous travaillez. C'est un milieu de travail. Hey, l'année, je veux dire, surtout, c'est comme vous autres, les obligations au niveau des CNESST et compagnie, là, c'est pas... nos politiques sont quand même comme il faut. Exactement. Salut Marie-Charlotte. Les politiques sont bien établies. Non, mais c'est vrai, mais même, tu sais, quand j'ai vu le vidéo et tout ça, j'étais comme,
comme je reviens un peu à mon point de tantôt, mais il n'y a aucune raison que chaque entreprise le fasse pas, fasse pas affaire vos services, parce que moi, j'étais là, je me dis, OK, mais notre party, c'est le 18 décembre, on a-tu le temps, mais on va le faire éventuellement, je pense au printemps, on devrait le faire, j'aimerais ça que vous veniez, puis votre équipe, tout ça, pour qu'on puisse, justement, que nos employés, je pense, sont conscientisés, mais c'est pas tu l'as fait une fois, puis c'est fini. Ah non, l'idée, c'est d'instaurer ça, puis c'est un changement. Tu l'as dit, là, c'est un changement de culture, c'est y aller lentement, mais sûrement. Tu vois, on a tenu un kiosque pour la fête de la famille de la gang de table mécanique à Lavaltrie. Ils ont loué le parc à Saint-Thomas. Okay. Pour leurs travailleurs et leurs familles. Et une journée complète avec food truck, jeux gonflables. C'est carrément à faire. Là. Et une 60aine de personnes sur place de la business, des travailleurs, de leur famille. Puis il y avait de l'alcool. Puis nous autres, on était là avec notre chapiteau, notre table, notre fridge, puis on servait du sans-alcool. Fait que ça permettait aux gens de faire l'alternative entre les deux. On s'est présenté quand on a tourné les vidéos, on en a profité pour faire ça, entre autres, avoir une captation dans le milieu de travail. Mais on a joint ça avec le break des gars. Fait que les gars sont venus prendre une sans-alcool pendant leur break, de rendre le joindre l'utile à l'agréable. Là, on a l'invitation. Ben oui, certainement. Mais ça permet de promouvoir les services dans l'entreprise aussi pendant ce temps-là. C'est deux pierres d'un coup. Puis là, tu vois, on a eu l'invitation. On s'en va passer la veillée de leur partie de Noël dans un chalet. Ils nous invitent. On monte un kiosque dans le chalet. Puis on sert du sans-alcool aux boys. Très cool. OK, man. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, toi, je pense que ça devient... pas que ça va donner la norme, mais ça devient... Ça va faire partie de l'univers. Puis tu disais tantôt qu'on se le fait demander des compagnies ou des parties, mon vient d'acheter. Mais même moi, quand j'apporte, mettons, de la bière, un souper, quelqu'un, hey, tu nous as apporté de la sans-alcool. Mais je te dis, là, tu viens de me le faire penser. Là, ça fait 6 mois, 6 à 12 mois que c'est comme. Quand je l'oublie, c'est comme, t'as pas de sans-alcool? Je suis comme, non, mais c'est vrai. Fait que, puis c'est le fun. On en jasait avec Max tantôt. Moi, je rêve de voir le jour où il va y avoir des soirées à corps, mais et sans alcool. Tu sais, il y a des soirées, dégustation vin fromage, il y a des dégustations mets et microbrasserie. Tu sais, on a vu ça, là. Mais moi, je rêve du jour où on va dire... Parce que, tu sais, mettons un produit comme la Ghost, là, tu sais, qu'il y a des saveurs vraiment particulières, des trucs comme ça. La sûre à la framboise, qui va chercher des arômes... Hey, avec les services de traiteurs dans les événements, là, nous autres, on mixe parce qu'on boit du sans-alcool dans les événements, puis les accords sont totalement fous, là. Mm-hmm. C'est ça, non, mais j'ai participé à un événement il y a quelques semaines d'accord, ça s'appelait Bière et Saveurs. Oui, effectivement, pour le pas nommer. C'est ça, exact. Non, mais oui. avec la chambre de commerce. Non, mais ouais, chez AL, à Lavaltrie, puis c'était Sylvain Bouchard, l'ancien d'Unibrou. Mais tu sais, lui, c'est ça qu'il fait. Puis tu vois, tu me parles de ça, puis c'est sûr, je vais y en parler. Tu sais, je vais dire, lui, il fait ça dans la vie. Puis on parlait un peu tantôt, mais parce que la qualité, tu sais, je pense que les procédés de fabrication, ils ont évolué. Tu sais, avant, il y avait 2-3 bières, puis c'était des blondes, puis c'est tout. Tu sais, comme nous, tu sais, je pense que nos bières sont bien réussies, mais tu sais, notre écossaise, puis notre sûre aux framboises, tu sais, je pense que c'est les plus typés, en fait. Là, tu sais, que justement, qu'on peut aller chercher comme tu as dit, des saveurs, mais tu sais, je pense que c'est des étapes qui se bâtissent, c'est des building blocks, on dit en anglais, c'est des blocs qui se bâtissent. Puis juste avec le vin, tu sais, pendant des années, les gens ne buvaient, même ceux qui aimaient, tu sais, qui allaient pour le sans-alcool, n'optaient même pas pour du vin sans alcool parce que c'était du jus de raisin, là, littéralement. Là, c'était quelque chose d'hyper sucré. Écoute, c'est fait à base de, mais sincèrement, on découvre aujourd'hui, j'ai découvert une boutique à Montréal qui a une offre hallucinante de vin sans alcool. Là, et c'est une boutique spécialisée en vin sans alcool. Fait que tu sais, on est ailleurs. Autant dans les bières, tu sais, le chimiste, il y a 6 produits sans alcool qui sont écœurants. Puis là, en plus, bon, on développe, là, j'ai vu le sans-alcool sans gluten, qui répond même à des gens qui ont une condition X ou autre, ou même des gens qui veulent juste faire attention, parce que c'est ça l'objectif. Que tu aies dans le sans-gluten, que tu aies dans le sans-alcool, c'est de dire, je peux avoir envie de juste faire attention. Mm-hmm. Non, mais c'est ça, puis tu as 100% raison. C'est ça qui est en train de se passer. Puis c'est un produit qui est très unique, là, le sans-gluten, sans alcool, mais on voit une réalisation. Puis je pense qu'il y a vraiment un shift. Comme on dit, la sans-alcool, on en parlait, mais c'était très, c'était comme balayant en dessous du tapis. Puis là, ça prend sa place. Puis le sans-gluten, nous, c'est ça, c'est un autre
toute une autre perspective, mais sans gluten, sans alcool aussi, tu sais. T'as le commentaire de, t'as qu'à ça au moins un verre d'eau. Qu'est-ce qui reste dedans? T'as 2 pains, ouais. Mais en même temps, sont encore dans cette... c'est ça. Ouais. Ça, c'est normal, puis il va toujours en avoir. Mais en même temps, toujours t'as beaucoup plus de, t'as peur, là, moi, tu sais, je fais des dégustations maintenant en magasin, là. Tu sais, je suis allé encore samedi à Saint-Jérôme, là, puis je l'entends de plusieurs personnes, puis t'aurais été fier d'entendre ça, mais des gens qui disent, moi, je bois beaucoup moins, je fais de la d'alcool, j'ai arrêté de boire, tu sais, puis là, quand je fais goûter la sans gluten dans l'alcool, je vois tout le temps des belles réactions, puis comme tu disais, c'est ma bière du moment. Mais le plus drôle, c'est, mettons, pour montrer l'évolution, là, on en a rentré dans des pharmacies. Oui. Oui. Ouais, Oui. Les gens ils ont l'option de travers leurs achats, d'acheter de la bière sans alcool pour chez eux dans une pharmacie. C'est quand même particulier. Là. J'aurais jamais pensé ça. Mais on s'en va là, tranquillement. Mais tu sais, moi, je revenais sur le fait que, tu sais, on parle de sobriété, tout ça, mais tu sais, en même temps, moi, un de mes points puis des positions que j'ai, c'est qu'il faut faire attention pour pas créer d'autres comportements. Tu sais, c'est-à-dire, là, on promouvoit beaucoup ça chez les jeunes, on voit les jeunes qui boivent moins, puis en même temps, tu connais ma position, tu veux savoir ma position, qui est dans la modération, tout ça, mais on pousse beaucoup ce concept-là. Les jeunes se font dire que l'alcool, c'est peut-être moins bon, mais est-ce que ça peut créer d'autres dépendances? Dans le sens que, puis moi, où je le vois dans ma peau d'un gars de 50 ans, c'est l'isolation, puis la dépendance aux écrans. Ouais. Puis ça, on en parle, mais on n'en parle pas tant. C'est-à-dire, tu as parlé tantôt de moi, j'ai dit enhancer of a good time, ou c'est une inhibition sociale, un lubrifiant de un lubrifiant social. C'est ça, exact. Mais là, on ne boit pas. Puis en même temps, mais est-ce que ça peut créer, il faut faire attention à l'effet pervers de l'autre bord? La réponse, c'est oui. Il y a toujours un risque de transfert de dépendance. Ça, c'est des choses qui sont bien possibles. Tu sais, tout est une question d'équilibre là-dedans, dans le sens où, tu sais, même les écrans, il faut faire attention, puis il ne faut pas les démoniser non plus, exact. Au même titre que l'alcool, dans ce qu'on jase depuis tantôt. C'est, en tant que tel, souvent, le problème, c'est pas la substance ou l'objet en soi. Plus souvent qu'autrement, le problème, c'est la relation que je développe avec la substance ou avec le problème. Tu sais, des fois, il y a des jeunes qui me demandaient, c'est quoi la drogue la plus dangereuse? Il n'y en a pas. Une drogue, ce n'est pas dangereux. Je pourrais te mettre toutes les substances à la table, là, puis je te garantis qu'il n'y en a aucune qui va te sauter à la gorge. Un lion, c'est dangereux. Un sachet de coke, ce n'est pas dangereux. Le risque, parce qu'on parle bien plus de risque que de danger, en fait, là. Bien dit, ouais. C'est que le risque, c'est la relation que tu développes avec le produit. Puis évidemment qu'il y a des substances qui sont beaucoup plus risquées que d'autres à la base. On faisait la joke tantôt avec l'héroïne. On s'entend, quand tu fumes un joint puis s'injecter de l'héroïne, il y a une pas pire différence juste au niveau du mode d'administration. Ouais. OK? Fait que c'est sûr que les risques sont différents à ce moment-là. Quand on parle des écrans, ben là, c'est sûr que, bon, c'est pas une substance en tant que telle, mais c'est un objet qui peut causer une addiction dans l'utilisation qu'on va en faire. Encore une fois, il ne faut pas démoniser. Les écrans, les avancées technologiques nous ont permis de faire des choses incroyables. Exact. Mais, encore une fois, c'est dans la façon dont on va le faire. Tu sais, quand on est dans de l'évaluation de niveau de risque, en dépendance avec un individu en one-on-one, ben, le temps d'écran, on va le décortiquer. Dans le sens où, pour ton travail, si tu utilises ton ordinateur, ton cellulaire dans des moments, dans des conditions, des tâches de travail ou de responsabilisation, mettons, ben, c'est un temps d'écran qui, théoriquement, ne compte pas dans l'évaluation. Okay. Ça va vraiment plus être en lien avec le temps de loisir, de divertissement, où est-ce que là, ça va jouer un rôle. Donc, tant qu'on demeure dans le 2 à 3 heures par jour, de façon générale, on est à faible risque. Quand on passe le cap du 4 heures, ben là, évidemment que le risque augmente plus. Mais on a fait le test des fois avec des adolescents, puis je dis, mon Dieu Seigneur, ils inventent des heures dans la journée, ça n'a pas de saint bon sens. Comment un adolescent peut être à l'école 8 heures par jour, puis après ça, passer 10 heures sur son écran, tu fais, mon Dieu Seigneur, OK, il dort 6 heures. Uh-huh. Puis ça veut dire que du moment où il quitte le pavé de l'école,
l'écran est actif, il arrive à la maison, l'écran est actif, il mange. Là, tu inclus les jeux vidéo, toute la patente, là, Oh, ou oui. c'est pas juste le téléphone. Là. Non, dans le fond, c'est les écrans. Fait que Quand ça même, peut être ça veut dire que téléphone. tout divertissement, tout moment qui est pas encadré, finalement, en dehors de l'école, en dehors d'un Ouais. cadre, est Tout moment de loisir de- passé sur un écran. Ouais. Et des fois, c'est ce qui est hallucinant aussi, c'est le multi-écran. Parce que là, on scroll des Reels puis des TikTok en bingeant du Netflix. Je me reconnais, là. Je reconnais Puis, là-dessus. puis on a l'ordinateur qui La est pas Game trop loin. Donkey, Ouais, C'est moi. ouais, non, mais c'est ça l'affaire. Fait que la notion de multi-écran aussi, souvent, elle est bien présente. Fait que c'est... Non, c'est impressionnant quand même. Puis ça, est-ce que, mettons, on n'a pas parlé de ça, là, mais, d'être TDAH, mettons, tu sais, qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que d'avoir une prédisposition TDAH, est-ce que, est-ce que c'est, surhumain. tu sais, c'est quoi le, mettons, versus quelqu'un qui ne l'est pas, mettons, tu sais, est-ce qu'il y a... Ben, en fait, c'est un peu drôle, mais... Puis là, je peux pas me faire lancer de roche, mais... On est prêt. Ouais, non, c'est ça exactement. Mais déjà, d'avoir un TDAH, s'il n'est pas médicamenté, s'il n'est pas contrôlé, ça peut devenir un facteur de risque bien rapidement, on va se le dire. Parce qu'une des caractéristiques d'un TDAH, entre autres, c'est l'impulsivité. Et l'impulsivité, avec les comportements addictifs, ça fait pas bon ménage, on le sait très bien. Oui. Puis après ça, là, si on va un petit peu plus pointu, tout ce qui est psychostimulant, ben ça, c'est bien aimé généralement dans notre clientèle TDAH. Puis, je veux dire, pas besoin d'expliquer de midi à 14h. Ce qu'on leur donne comme médication, qu'on parle de Ritalin, de Concerta, de Vivance, c'est des psychostimulants. C'est des speeds pharmaceutiques là, contrôlés, on va se dire. Mais dans les faits, c'est ce que c'est. Là, okay? Ça fait littéralement le même effet physique, là. Oui, mais c'est la raison pour laquelle, par exemple, quelqu'un qui est pas TDAH, qui prend une médication pour versus quelqu'un qui l'est, ne vivra pas le même effet. Transparent. Moi, j'aime ça, le speed. Tu sais, quand j'en ai fait On est dans les confidences. mes expériences, moi, j'ai toujours aimé ça. C'est pas j'ai hâte d'en refaire demain. Non, c'est Non. ça. Vraiment, l'expérience pendant, j'ai aimé ça. Puis une fois, j'ai essayé le Concerta. Mm-hmm. J'ai fait, mais là, c'est pas le médicament là, que je viens de prendre. Là. C'est la même chose. J'en revenais pas. Je me dis, OK, fait que là, il y a des gens qui opèrent à côté de moi dans la vie tous les jours. Oui, c'est ça. Puis ils sont dans cet état-là. Ouais. Chanceux. C'est quoi qu'il y a déjà des speeds pharmaceutiques? Ouais, des speeds pharmaceutiques, c'est ça. C'est du speed contrôlé. Mais oui, puis bon, l'effet des psychostimulants chez une personne TDAH n'est pas pareil que chez quelqu'un qui est neurotypique. Ça, on le sait, c'est prouvé. Donc, tu sais, c'est là où il faut faire attention. C'est pas pareil. Ça fait pas le même effet. Mais non, parce que tout le cheminement des neurotransmetteurs, le système de communication dans le cerveau d'un TDAH versus celui de quelqu'un qui est neurotypique, c'est pas pareil. Là. C'est ce qui explique entre autres toutes les réactions d'une personne TDAH dans différents contextes qu'une personne, on va dire, normale, même si j'aime pas ça dire ça, là, va avoir, les comportements vont différer à ce niveau-là. Donc, quand on consomme, que ce soit des substances ou un objet X qui a un effet psychostimulant, parce que les écrans, ça a un effet psychostimulant. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle un TDAH peut rester stické sur un écran pendant 4 heures puis tu ne l'entendras pas. Mm-hmm. Parce que ça a cet effet-là sur son cerveau. C'est donc le niveau de concentration. Puis tu dis, mon Dieu Seigneur, d'habitude, j'y parle puis il est tout le temps tête en l'air. Là, j'y parle puis il m'entend même pas. Ben, c'est ça qui arrive. C'est que l'information ne court-circuite pas parce qu'il y a un focus qui est fait avec l'effet psychostimulant de l'écran. C'est ça qu'il aime? C'est l'idée que ça arrête le bruit? Ou j'essaie de comprendre, mais mettons C'est sûr que c'est apaisant. Ouais, ça doit. C'est apaisant. Tu sais, si tu as l'impression d'être sur des caries dans ta tête à longueur de journée, ouais. puis qu'on te donne la chance d'être sur le rang 9 à Saint-Zénon, puis d'entendre les oiseaux, mettons, tu sais, je veux dire, de temps en temps, Ça dépend. mais de temps en temps, t'as besoin de des caries, tu sais, je veux dire, ça peut être utile. Mais des fois, les petits cuicui puis le bruit des vagues, c'est le fun, c'est apaisant, ça relaxe. Puis tu ne le retrouveras pas sans médicaments. Pas nécessairement. Il y a possibilité, parce que dans le fond, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bon.
c'est tout ce qui est chimique dans ton cerveau. Ouais. Et il y a des moyens naturels de causer ces effets-là dans ton cerveau. Donc, entre autres, de pratiquer du sport, d'avoir une bonne alimentation, avoir des heures de sommeil qui sont réguliers. Tout ça peut avoir des effets parce qu'on s'est souvent posé la question de savoir le seul moyen de régler ça ou de gérer un TDAH, c'est vraiment de le médicamenter. La réponse, c'est non. Dans la majorité des cas, on est capable d'amener une autogestion de l'individu en lui faisant adopter des comportements sains dans sa vie de tous les jours pour diminuer les impacts de son TDAH dans sa vie. Il y a des cas où est-ce que la médication est vachement pratique. Quand ton jeune, il court ses bureaux là, dans sa classe, puis que tu poses la question, es-tu capable de te gérer? La réponse, c'est non. C'est plus fort que lui. Là, on est en présence d'un cas où est-ce que peut-être que la médication va jouer un rôle intéressant, bénéfique et positif. Mais pour une bonne partie de la population, si on a des comportements, des habitudes de vie qui sont pas mal plus saines, il y a un paquet de symptômes qui vont disparaître ou du moins s'atténuer énormément. Là. OK, parlant d'anxiété, ça commence à être l'heure qu'on rappe. Donc, mais malgré tout, avant de se quitter, ce serait quand même le fun de donner des outils s'il y a quelqu'un qui se pose des questions par rapport à sa consommation, qui se pose des questions par rapport aux dépendances en général, des gens, des employeurs qui se demandent comment gérer les employés chez eux qui pourraient avoir ce type de problématique. Est-ce que tu as des ressources que tu aimerais certainement. On prêchait pour ma paroisse. On en est une de ces fameuses ressources-là. Évidemment que peu importe que ce soit au niveau de la population en général ou les entrepreneurs qui ont des questions ou autres, c'est sûr que le volet entreprise répond bien pour ce qui est des milieux de travail. Ils peuvent communiquer avec nous, évidemment, à n'importe quel moment. 450-759-4545 ou via les réseaux sociaux. Il n'y a aucun problème. On est facilement trouvable avec le réseau prévention des dépendances. Pour la population en général, même chose. Quelqu'un qui se questionne ou quoi que ce soit, on est là pour, à la limite, si c'est pas nous qui va répondre aux besoins, on va référer vers l'endroit approprié pour l'individu. On offre toujours aussi du support téléphonique pour les parents. Si des fois, en tant que parent, on a des questionnements, ne pas hésiter à communiquer avec nous au réseau. Ça va nous faire plaisir. Il y a toujours les classiques 811 option 2 pour le psychosocial. Sinon, il y a des lignes d'aide comme à l'école drogue. Bon, là, j'oublie le nom juste parce qu'il faut le dropper. Là. À l'école drogue et référence, quelque chose de genre, qu'il y a des lignes, là, des fois, qui sont 24/7. Donc, c'est toujours possible pour les adolescents, évidemment, les fameux tel jeunes et autres. Toujours intéressant. Puis des fois, ils ont la fonction aussi texto. Fait que ça, pour une clientèle adolescente, c'est quand même intéressant. Des fois, un peu moins compromettant. Sinon, voilà, c'est souvent les portes d'entrée qu'on va avoir. Sinon, il y a des groupes, évidemment. Tout ce qui est alcoolique anonyme, dépendance, narcotique anonyme, etc., qui peuvent répondre à un besoin de la population. Ne pas hésiter à aller chercher de l'information. Notre ami Google est là pour nous donner les références. Peu importe d'où on vient, mais ne pas hésiter, c'est surtout ça, en fait, la clé, c'est appeler, poser des questions. Il y a des solutions. Il faut en parler, il faut arrêter de se fermer les yeux, de jouer à l'autruche, comme je disais tantôt. Il faut adresser la chose, puis il ne faut pas démoniser non plus. Il faut comprendre qu'il y a une notion de nuance à travers tout ça. Merci pour ce que tu fais, puis on va se laisser sur un beau cheers. Ouais, merci Santé. beaucoup. Merci d'avoir été là. Au plaisir. Merci.